Sur un champ de bataille désolé, 4 braves guerriers se retrouvent face à face avec le roi démon lors d'un ultime combat qui décidera du sort du monde. Tous les 4 combattent ensemble, combinant leur magie, leur maîtrise de l'épée et leur travail d'équipe contre ce puissant ennemi. Malgré la force écrasante du roi démon, ils refusent d'abandonner et continuent d'avancer. Alors que la bataille atteint son apogée, le héros aux cheveux blonds trouve une ouverture et enfonce profondément son épée dans le corps du roi démon. Immédiatement après, le mage du groupe libère un immense sort de foudre qui s'abat sur le roi démon avec une force incroyable. Ayant déjà subi d'innombrables blessures, durant le combat, le roi démon ne peut plus supporter les dégâts. Il pousse un dernier cri avant de s'effondrer lourdement au sol. Pendant un instant, l'un des guerriers reste figé, ayant du mal à croire qu'ils ont réellement réussi à vaincre le seigneur démoniaque. Quelque temps plus tard, une grande cérémonie est organisée pour honorer les guerriers qui ont sauvé le monde. Les 4 guerriers s'agenouillent fièrement devant le roi, tandis que les foules se rassemblent pour célébrer leur victoire sur le roi démon. Afin de reconnaître leurs accomplissements, le roi leur accorde le titre des 4 empereurs, un titre réservé uniquement aux plus grands mages du royaume. L'un des guerriers, nommé Eftal, est complètement stupéfait par cette annonce. Il sait qu'au cours de l'histoire, seules les personnes issues de familles nobles avaient été autorisées à obtenir le titre d'empereur. À cause de cela, il a du mal à croire ce qu'il entend. Il admet que cette récompense dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. Le roi s'approche alors personnellement d'Eftal et s'adresse à lui devant tout le monde. Il explique que même si Eftal n'est peut-être pas le mage le plus puissant du monde, ses contributions et ses accomplissements sont indéniables. Pour cette raison, il a gagné le droit de porter le titre d'empereur. À partir de ce jour, il sera connu sous le nom de l'empereur de la foudre. En entendant ces mots, Eftal fond en larmes, la foule éclate en acclamations tandis qu'il lutte pour retenir ses émotions. Après avoir passé 40 ans à étudier et à maîtriser la magie, tous ses efforts ont enfin été reconnus. Eftal quitte la cérémonie plus fier que jamais. Pour la première fois de sa vie, il a le sentiment que tous ses sacrifices et ses efforts ont véritablement porté leurs fruits. Plusieurs années passent après ce jour et Eftal est désormais un vieil homme. Un matin, il se tient dehors et contemple les vastes champs en silence. Puis, une jeune fille nommée Merlin s'approche de lui et l'informe poliment que le petit déjeuner est prêt et l'attend à l'intérieur. Environ 1 heure plus tard, Eftal enseigne à ses élèves comment maintenir un cercle magique. Les élèves se concentrent attentivement tandis qu'ils tentent de garder leurs cercles actifs aussi longtemps que possible. Durant l'exercice, l'un des élèves perd sa concentration et fait accidentellement disparaître son cercle magique. Eftal le remarque immédiatement et dit à l'élève de ne pas abandonner. Il explique que maintenir sa concentration est l'une des compétences les plus importantes qu'un mage puisse apprendre. S'il n'est pas capable de garder un cercle magique actif en restant immobile, alors il ne pourra jamais en maintenir un tout en récitant des sorts pendant une bataille. Encouragé par les paroles d'Eftal, le garçon recommence rapidement à essayer. Après un certain temps, Eftal met finalement fin à l'exercice. Les élèves dissipent leur cercle magique et se préparent pour la leçon suivante. Cependant, au lieu de les laisser se reposer, Eftal leur propose immédiatement de passer à l'entraînement des sorts de niveau 4. Avant que la leçon ne puisse continuer, Merlin prend soudainement la parole. Elle fait remarquer qu'Eftal a l'air épuisé et lui dit qu'il devrait faire une pause et se reposer. Cependant, Eftal écarte simplement son inquiétude et insiste sur le fait qu'il n'est pas fatigué du tout. Malgré cela, l'expression inquiète sur le visage de Merlin le pousse à s'arrêter un instant. En voyant son visage, il se rappelle du jour où ils se sont rencontrés pour la première fois. Ses pensées remontent alors de nombreuses années en arrière, peu après que son groupe eut vaincu le Seigneur Démon. Durant cette période, il trouva Merlin alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. Elle avait été laissée seule après que sa mère eût été tuée lors du conflit impliquant son groupe. Ce souvenir de ce jour remplit Eftal de culpabilité. Il se demande silencieusement si Merlin finirait par le détester si elle apprenait un jour la vérité sur la guerre et découvrait qu'il avait tué tant de membres de son clan. Après un instant, il écarte ses pensées et reporte son attention sur le présent. Eftal dit aux élèves de continuer à pratiquer leur magie de niveau 4. Avant que qui que ce soit puisse commencer, Merlin prend de nouveau la parole. Avec un sourire confiant, elle déclare qu'elle est prête à commencer à apprendre la magie de niveau 6. Après tout, elle est l'une des élèves les plus talentueuses d'Eftal. Eftal ne peut s'empêcher d'être impressionné par sa confiance et son ambition. Malgré cela, il lui dit doucement qu'il n'y a aucune raison de se précipiter aussi vite. Il lui assure qu'elle apprendra ses sorts de niveau supérieur un jour, mais que pour le moment, elle devrait se concentrer sur les bases. Après l'entraînement, Merlin s'enfonce seule dans la forêt. Elle est déterminée à vaincre la bête qui vit dans une grotte voisine. Dans son esprit, vaincre un monstre aussi puissant prouverait qu'elle est la meilleure élève d'Eftal. Plus important encore, elle pense que si elle devient assez forte pour enseigner elle-même aux autres, Eftal pourra enfin arrêter
d'arrêter de travailler aussi dur et obtenir le repos qu'il mérite. Malheureusement, les choses tournent mal presque immédiatement car la bête est bien plus forte que Merlin ne l'avait imaginé. Peu de temps après, elle se retrouve à courir à travers la forêt tout en étant poursuivie par une gigantesque créature ressemblant à un loup. Merlin a déjà essayé la magie de niveau 4 contre elle, mais cela ne lui a infligé aucun dégât, ce qui lui fait comprendre qu'elle aura besoin de quelque chose de plus puissant. Réalisant que ses sorts ordinaires sont inutiles, Merlin décide qu'il ne lui reste qu'une seule option. Elle commence à réciter un sort de niveau 6, même si elle n'en a jamais lancé un avec succès auparavant. À sa surprise, le sort fonctionne réellement lorsqu'elle projette un éclair de niveau 6 directement sur le monstre. L'explosion secoue toute la zone et remplit la forêt de fumée et de poussière, et Merlin se convainc qu'elle a enfin gagné. Puis, la bête sort de la fumée complètement indemne. Avant que Merlin puisse réagir, la créature la frappe d'un coup d'une force énorme. Elle s'écrase au sol et lutte pour se relever. L'immense loup s'approche lentement d'elle et se prépare à la dévorer. À ce moment-là, Merlin commence à accepter qu'elle va mourir. Alors que la bête est sur le point d'attaquer, Eftal apparaît soudainement et la sauve à la dernière seconde. Eftal la gronde immédiatement pour être entrée seule dans la forêt. Honteuse, Merlin commence à s'excuser encore et encore. Eftal lui dit qu'elle possède plus de talent et de potentiel que tous ses autres élèves. Cependant, il l'avertit de ne pas devenir obsédée par l'idée de gagner en puissance trop rapidement. Si elle se précipite sans construire de fondation solide, cette puissance pourrait facilement lui échapper. Alors qu'il parle, Merlin remarque soudainement que la bête de tout à l'heure est toujours en vie et se tient juste derrière Eftal. Cependant, il ne bronche même pas. Sans se retourner, il lance calmement un sort de foudre de niveau 10. Une immense décharge de foudre jaillit de son corps et détruit instantanément la bête. Plus tard dans la nuit, Merlin n'arrête pas de parler à quel point Eftal avait l'air incroyable lorsqu'il lui a sauvé la vie, mais Eftal finit par lui dire d'arrêter de parler et d'aller se coucher. Merlin cède finalement et commence à se diriger vers son lit. Cependant, elle se retourne soudainement et voit Eftal cracher du sang. Depuis plusieurs années, il souffre d'une maladie incurable et son état s'est progressivement aggravé. L'expression inquiète sur le visage de Merlin fait comprendre quelque chose à Eftal. Elle est au courant de sa maladie depuis longtemps. C'est la véritable raison pour laquelle elle s'est autant poussée à devenir plus forte. Merlin demande doucement à Eftal de mieux prendre soin de lui et de se reposer autant que possible. Il lui dit qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. À cause de cela, il n'a aucune envie de passer les années qui lui restent allongées dans un lit à attendre la fin. À la place, il veut passer le temps qu'il lui reste à faire ce qu'il aime le plus. Il veut continuer à enseigner à des élèves talentueux comme elle et les aider à devenir de grands mages. Eftal admet qu'il a toujours voulu devenir le mage le plus puissant. Cela trouble Merlin parce que d'après ce qu'elle sait, il est déjà le plus fort. Après tout, il a reçu le titre d'empereur de la foudre. Eftal dit qu'il comprend pourquoi elle pense cela, mais que la vérité est différente. Même s'il était le plus âgé parmi les empereurs et qu'il avait accompli de grandes choses, il y avait toujours un écart évident entre lui et certains membres de son groupe. Pour cette raison, il ne s'est jamais vraiment considéré comme le plus fort. Le lendemain, l'un des élèves d'Eftal frappe à sa porte et l'informe que l'empereur des flammes a enfin terminé ses recherches sur les aptitudes magiques. Curieux, Eftal parcourt le document. Il découvre rapidement que l'empereur des flammes a trouvé un moyen de déterminer l'aptitude magique d'une personne. C'était quelque chose que les gens pensaient impossible, alors Eftal le félicite immédiatement en le qualifiant de génie. Voulant tester immédiatement cette nouvelle méthode, Eftal place un cheveu de Merlin dans un tube à essai et réalise l'expérience. Les couleurs qui apparaissent à l'intérieur du tube révèlent la puissance de ses affinités magiques. Les résultats montrent qu'elle possède une aptitude de rang S en magie du vent et en magie de l'eau, ce qui est extrêmement impressionnant. Elle possède également une aptitude de rang B pour la magie du feu et une aptitude de rang C pour la magie de la terre. Puisqu'Eftal élève Merlin depuis qu'elle est bébé, il peut dire que les résultats du test sont exacts. Avant cette découverte, les élèves devaient passer des années à étudier les sorts de base de chaque élément magique. Ce n'est qu'après suffisamment d'entraînement que les professeurs pouvaient avoir une idée approximative des talents naturels d'une personne. Avec ce nouveau test, cependant, ils peuvent déterminer l'aptitude de quelqu'un dès sa naissance. Cela rendra l'entraînement bien plus efficace et aidera les personnes talentueuses à devenir plus fortes beaucoup plus rapidement. Eftal demande ensuite à passer le test lui-même. Merlin dit immédiatement que ce n'est pas nécessaire car ses résultats seraient évidemment au maximum. Cependant, Eftal insiste. Il explique que même s'il ne pouvait jamais atteindre le niveau de magie le plus élevé, il veut au moins savoir s'il avait un jour eu le talent nécessaire pour y parvenir. Le test est effectué, mais le résultat revient complètement incolore. L'un des élèves vérifie les instructions et explique qu'un résultat incolore signifie que la personne ne possède
possède absolument aucune aptitude magique. Il ajoute rapidement qu'il doit y avoir une erreur, car Eftal est l'un des mages les plus puissants encore en vie. Pendant un instant, Eftal perd son sang-froid. Il demande que le test soit réalisé une nouvelle fois. Les élèves le répètent plusieurs fois, mais le résultat ne change jamais. Chaque test revient incolore. Alors qu'il fixe les résultats, Eftal commence lentement à comprendre quelque chose. Il se souvient que l'apprentissage de la magie lui prenait toujours plus de temps qu'aux autres. Il se souvient que les autres empereurs le dépassaient constamment malgré tous ses efforts. Pour la première fois, il réalise la vérité. La raison pour laquelle il était toujours laissé derrière était qu'il ne possédait absolument aucune aptitude magique. Cette révélation le brise complètement. Il commence à tousser violemment et Merlin accourt pour s'assurer qu'il va bien. Plus tard, elle frappe à sa porte et dit qu'elle veut lui apporter de l'eau, mais Eftal lui dit simplement de rester dehors. Allongé seul dans son lit, il réfléchit à sa vie. Il se souvient du rêve qu'il a porté pendant des décennies, atteindre le niveau de magie le plus élevé. Désormais, ce rêve est complètement détruit. Peu importe à quel point il a travaillé dur, il n'a jamais eu le talent nécessaire pour atteindre cet objectif. La frustration devient insupportable. Il pense à quel point il se sent pathétique et à la manière dont tous ses efforts n'ont mené nulle part. Soudain, il est victime d'une crise cardiaque. À cet instant, l'une de ses compétences appelée seconde réincarnation s'active. Son jeune lui apparaît dans un étrange espace vide et se retrouve face à une entité divine. En regardant autour de lui, il remarque que plus de 50 ans se sont écoulés et admet qu'il avait complètement oublié la seconde réincarnation. Il s'adresse à l'entité et lui rappelle que c'est ici qu'ils se sont rencontrés pour la première fois après sa mort dans un autre monde il y a longtemps. La déesse lui dit que le moment de sa seconde réincarnation est enfin arrivé. Avant de l'envoyer ailleurs, elle lui rappelle qu'il peut choisir 2 compétences bonus. Elle lui recommande une compétence appelée croissance double, qui lui permettrait de progresser 2 fois plus vite. Cependant, Eftal refuse l'offre. Il dit que les connaissances magiques qu'il possède déjà sont suffisantes. S'il reçoit assez de temps pour travailler dur et s'améliorer, alors il n'a besoin d'aucun avantage spécial. La déesse est impressionnée par sa réponse. Elle sourit, lui souhaite bonne chance et l'envoie dans un nouveau monde. Un instant plus tard, Eftal se réveille dans le corps d'un jeune garçon. Il se redresse soudainement tandis que les souvenirs commencent à affluer dans son esprit. Encore confus, il descend les escaliers et est immédiatement accueilli par sa mère qui le serre chaleureusement dans ses bras et lui dit que le petit déjeuner est prêt. Alors qu'il mange avec elle, ses souvenirs continuent de revenir jusqu'à ce que tout devienne enfin clair. Il réalise que c'est désormais sa 3e vie. Déterminé à ne pas gaspiller cette opportunité, Eftal se fait une promesse. Cette fois, il maîtrisera la magie quoi qu'il arrive. Malheureusement, il découvre bientôt qu'il ne possède toujours aucune aptitude magique dans cette nouvelle vie. Cette nouvelle détruit ses espoirs et il commence à croire qu'il sera une nouvelle fois limité à la magie de niveau 10, tout comme auparavant. Un jour, alors qu'il est allongé dans un champ en réfléchissant à son avenir, il entend soudainement une forte agitation. En levant les yeux, il voit un dragon enragé voler dans le ciel, tandis qu'un groupe de chevaliers le poursuit désespérément. Sans réfléchir, Eftal commence à courir après eux. Cependant, il s'arrête rapidement et se rappelle qu'il n'a que 4 ans. Il n'y a rien qu'il puisse réellement faire avec son corps actuel. Alors qu'il regarde le dragon s'éloigner, il commence à penser au sort de niveau 10 qu'il avait créé durant sa vie précédente. Presque instinctivement, il joint ses doigts et à son grand choc, le sort s'active instantanément. Une puissante décharge traverse le ciel et frappe le dragon directement, faisant tomber cette créature gigantesque en une seule attaque. Eftal regarde ce qui vient de se produire avec incrédulité, mais la vérité le frappe finalement. Même s'il s'est réincarné dans un nouveau monde, il possède toujours les mêmes capacités et la même puissance qu'il avait à son apogée dans sa vie précédente. Au fil du temps, Eftal passe la plupart de ses journées à étudier et à faire des recherches sur tout ce qu'il peut trouver. Au cours de ses recherches, il découvre que le monde dans lequel il vit est en réalité exactement le même que celui de sa vie précédente. La seule différence est que plus de 400 ans se sont écoulés depuis cette époque. Le lendemain matin, le grand frère d'Eftal, Phrasier, arrive à la maison. Il apporte de l'argent pour aider à payer les dépenses quotidiennes de la famille et les provisions du foyer. Après cela, Phrasier remarque Eftal assis calmement, un livre de magie difficile entre les mains. Il est étonné qu'un enfant aussi jeune puisse lire et comprendre un ouvrage aussi avancé. Eftal répond simplement qu'il aime lire ce genre de livres parce qu'il les trouve incroyablement intéressants. En entendant cela, Phrasier sourit. Il promet que lors de sa prochaine visite, il apportera encore plus de livres à Eftal en cadeau. Phrasier est sincèrement impressionné par l'amour qu'Eftal porte à l'apprentissage. Il dit que si leur père pouvait voir cela, il serait sûrement fier. En entendant ces paroles, Eftal devient curieux. Il demande quand il aura enfin la chance de rencontrer son père. Malheureusement, Phrasier explique que leur père est
est extrêmement occupé et qu'il a rarement du temps libre. En fait, depuis qu'Eftal est né dans ce monde, il n'a jamais rencontré son père une seule fois. Son père est le duc Orkoth, l'une des personnes les plus importantes du royaume d'Azul et une figure très respectée dans le domaine de la magie. Sans que personne ne le sache, le duc Orkoth est également un descendant direct d'Eftal lui-même, de sa vie précédente, lorsqu'il était connu sous le nom d'empereur de la foudre. Pour cette raison, Eftal a toujours été curieux de savoir quel genre de personne était son descendant. Malheureusement, la mère d'Eftal est née sans aucune aptitude magique. À cause de cela, l'épouse principale du duc Orkoth, ainsi que ses autres maîtresses, l'a méprisé depuis le début. Elles ont même fini par considérer Eftal comme une erreur, car lui aussi était né sans aucune affinité magique. Tous les deux ont été si maltraités qu'ils ont finalement été bannis et forcés de vivre dans une région isolée, loin du reste de la famille. Par conséquent, le duc Orkoth et ses autres épouses ne reconnaissent même pas Eftal comme faisant partie de la famille. C'est la véritable raison pour laquelle il n'a jamais été autorisé à rencontrer son propre père. Phrasier, quant à lui, est le deuxième fils né de l'épouse principale du duc Orkoth. Après avoir appris les mauvais traitements qu'Eftal et sa mère avaient subis, il a eu pitié d'eux et a décidé de les aider à chaque fois qu'il le pouvait. Malgré tout ce qui se passe autour de lui, Eftal ne se préoccupe honnêtement pas beaucoup des problèmes de sa famille. Tant qu'il a l'occasion d'étudier de nouveau la magie, cela lui suffit. Quelque temps plus tard, la famille s'assoit ensemble pour prendre le thé. Au cours de leur conversation, Fraisier demande à Eftal ce qu'il souhaite faire plus tard, après avoir passé autant de temps à étudier. Sans la moindre hésitation, Eftal répond avec enthousiasme que, dès qu'il sera assez âgé, il prévoit de s'inscrire à l'académie de magie et de se consacrer à l'étude de la magie. Cependant, avant qu'il puisse terminer sa phrase, sa mère lui couvre rapidement la bouche. Elle rappelle à Fraisier qu'Eftal est né comme elle et qu'il ne possède absolument aucune aptitude magique. Pour cette raison, elle pense qu'il finira probablement par étudier l'art de l'épée ou peut-être par intégrer une école militaire en grandissant. Fraisier s'enthousiasme en entendant cette suggestion. Il rappelle à la mère d'Eftal qu'il a lui-même terminé premier de sa promotion à l'école militaire et il pense donc que cette voie pourrait encore offrir un brillant avenir à Eftal. Fraisier avoue qu'il avait initialement choisi l'école militaire parce qu'il voulait se rebeller contre le fait d'avoir grandi dans une famille célèbre pour la magie. Cependant, en y repensant maintenant, il croit avoir finalement fait le bon choix. Comme il a beaucoup de temps libre ce jour-là, Fraisier décide d'enseigner à Eftal les bases de l'art de l'épée. Tous les deux passent l'après-midi à s'entraîner ensemble et Fraisier lui montre patiemment les techniques appropriées. Pendant l'entraînement, Eftal se souvient de quelque chose de sa vie précédente. Fraisier lui avait toujours enseigné les bases de l'éducation et les sciences militaires et il l'avait constamment encouragé à intégrer une école militaire plutôt que de poursuivre la magie. Après s'être entraîné un moment, Eftal trouve enfin le courage de parler. Il dit à Fraisier qu'il souhaite réellement intégrer l'académie de magie. Fraisier s'agenouille afin de pouvoir lui parler face à face. Il lui rappelle doucement qu'il est né sans aucune aptitude magique. Eftal répond qu'il le sait déjà. Cependant, il souligne également qu'il est toujours capable d'utiliser la magie et qu'il possède encore du mana. Au fond de lui, Eftal croit que s'il peut étudier à l'académie de magie, il pourrait enfin découvrir le secret permettant de dépasser les limites qui l'ont retenu pendant si longtemps. Après avoir écouté la demande sincère d'Eftal, Fraisier se relève lentement et lui fait une proposition. Il dit qu'il est sur le point de lancer un sort. Si Eftal parvient à reproduire ce sort d'une quelconque manière, Fraisier le recommandera personnellement pour être admis à l'académie de magie. En vérité, Fraisier s'attend entièrement à ce qu'Eftal échoue. Il croit qu'une fois qu'Eftal verra la différence entre lui et de véritables mages, il comprendra enfin les limites de ses propres capacités. Fraisier récite calmement une incantation magique avant de lancer un sort de tranche-vent de niveau 2. La lame de vent file vers l'avant et tranche nettement un arbre voisin, le faisant tomber. Eftal observe le sort et est surpris de voir à quel point il est simple. Sans la moindre hésitation, il reproduit exactement le même sort. Non seulement il le copie parfaitement, mais il le renforce également jusqu'à atteindre la puissance d'un sort de niveau 4. L'immense lame de vent déchire la zone et détruit plusieurs arbres en une seule attaque. Fraisier reste immobile, complètement incrédule. Il ne comprend pas comment Eftal, quelqu'un qui est censé n'avoir aucune aptitude magique, a pu lancer un sort aussi puissant. Eftal n'a toutefois aucune intention de révéler la vérité. Il ne peut pas expliquer que toutes ses connaissances et son expérience en magie proviennent des souvenirs de sa vie précédente, obtenus grâce à sa réincarnation. Eftal dit simplement qu'il ne sait pas vraiment comment il est capable d'utiliser la magie de cette manière. D'après ce qu'il sait, cela lui vient naturellement et il n'a aucune véritable explication. Il ajoute ensuite, avec désinvolture, qu'il est même capable de lancer des sorts allant jusqu'au niveau 10. Dès que Fraisier entend cela, il est si choqué
choqué qu'il s'évanouit immédiatement. Jusqu'à présent, Heftal n'avait jamais montré sa magie à qui que ce soit. Cependant, après avoir vu la réaction de Fraisier, il comprend que quelque chose doit être très différent dans l'ère actuelle de la magie. Ses pensées retournent au jour où il a vaincu le dragon avec un seul sort de foudre. Les chevaliers qui avaient assisté à la scène n'arrivaient même pas à croire ce qu'ils avaient vu. Au lieu de penser qu'il s'agissait simplement d'une magie puissante, ils avaient à supposer que cela devait être un miracle envoyé par Dieu. Alors que Fraisier est toujours inconscient dans son lit, Heftal passe les heures suivantes à réfléchir à tout ce qu'il a appris concernant les 400 dernières années. Après avoir rassemblé toutes les informations, il arrive à une conclusion évidente. Le niveau global de la magie a fortement décliné depuis sa vie précédente. Il réalise également que lancer des sorts sans réciter d'incantation est devenu extrêmement rare à cette époque. Cela explique pourquoi Fraisier a été si choqué en le voyant utiliser la magie avec autant de facilité. À partir de ce moment-là, Heftal décide que cacher ses véritables capacités est le choix le plus sûr. Finalement, Fraisier se réveille brusquement. Même après avoir ouvert les yeux, il reste bouleversé par la facilité avec laquelle Heftal a réussi à lancer ce sort. Afin d'éviter tout problème, Heftal lui dit calmement de se détendre. Il insiste sur le fait que tout ce dont Fraisier se souvient n'était rien de plus qu'un étrange rêve. À la surprise d'Heftal, Fraisier croit réellement à cette histoire. Grâce à cela, Heftal peut continuer à s'entraîner en secret sans éveiller les soupçons de qui que ce soit. Pour garder Fraisier heureux, Heftal fait également semblant d'avoir accepté l'idée d'intégrer une école militaire au lieu de l'académie de magie. Dans le cadre de son entraînement, Fraisier continue de lui enseigner l'art de l'épée. Pendant leur séance, Heftal est battu encore et encore. Cependant, chaque défaite ne fait que le motiver à travailler encore plus dur. Au lieu de se décourager, il utilise chaque défaite comme une raison supplémentaire de devenir plus fort. Lorsqu'il atteint l'âge de 10 ans, les compétences d'Heftal à l'épée se sont considérablement améliorées. Il tranche facilement un énorme tronc avec un seul coup, montrant à quel point il est devenu plus puissant. Alors que ses compétences continuent de progresser, Heftal commence à penser que devenir le plus puissant épéiste magicien du monde ne serait finalement pas un mauvais objectif. À ce stade, Fraisier lui enseigne l'art de l'épée 3 fois par semaine. Ce jour-là, cependant, Fraisier décide qu'il est enfin temps d'offrir à Heftal une leçon spéciale. Fraisier présente Heftal à un homme immense et très musclé nommé Moria, ancien commandant des chevaliers du royaume d'Azul. Sans perdre de temps, Moria défie immédiatement Heftal en duel. Il lui dit de ne pas se retenir et de l'attaquer avec toute sa force. Alors que Moria marche calmement vers le centre du terrain d'entraînement, Heftal a du mal à faire le premier mouvement. L'aura écrasante de Moria est si intimidante qu'elle le laisse figé pendant un instant. En voyant Heftal hésiter, Moria suppose qu'il n'est rien de plus qu'un enfant faible. Il fonce droit vers lui, espérant terminer le combat en une seule attaque. Au tout dernier moment, Heftal esquive. En utilisant une magie de renforcement physique pour fortifier son corps, il contre rapidement avec plusieurs frappes nettes, parvenant à surprendre Moria. Alors que le duel se poursuit, Moria réalise qu'Heftal est bien plus talentueux qu'il ne l'avait imaginé. Il comprend immédiatement pourquoi Fraisier avait une si haute opinion de lui. Fraisier est d'accord et explique que, même si Heftal ne possède aucune aptitude magique, il contrôle avec une fluidité incroyable le mana qui circule dans son corps. Le combat continue, mais peu à peu, Moria commence à repousser Heftal sur la défensive. Réalisant qu'il est dominé, Heftal décide d'utiliser une technique qu'il a apprise au cours de l'une de ses vies précédentes. Il surprend Moria, le projette par-dessus son épaule et l'écrase directement contre le sol. Grâce à cela, Heftal remporte le duel. Moria accepte sa défaite sans se plaindre, il rit, tapote la tête d'Heftal et lui annonce qu'il a réussi l'épreuve. Fraisier s'approche alors et révèle la vérité. Il explique que Moria est en réalité le directeur de l'Académie des sciences militaires d'Azul. Puisque Moria a été impressionné par la performance d'Heftal, celui-ci a officiellement réussi l'examen d'entrée et dispose désormais d'une place garantie à l'Académie. Heftal est complètement pris au dépourvu. Tout s'est passé si vite qu'il commence à se demander comment les choses ont pu en arriver là. Quelques années plus tard, une violente tempête de pluie éclate. Alors que tout le monde reste à l'intérieur pour éviter la pluie, il remarque Heftal dehors et suppose simplement qu'il poursuit son entraînement à l'épée. En réalité, Heftal est allé profondément dans la forêt pour pratiquer secrètement sa magie de niveau 10. Il libère un immense sort de foudre qui s'écrase au sol avec une force incroyable. L'explosion est si puissante que Fraisier la prend pour un éclair naturel et se précipite immédiatement dans la forêt pour s'assurer qu'Heftal est sain et sauf. Après avoir confirmé qu'il ne lui est rien arrivé, Fraisier rappelle à Heftal qu'il a maintenant 14 ans. Cela signifie que lorsqu'il aura 15 ans, il commencera officiellement à fréquenter l'Académie des sciences militaires. Le problème est qu'Heftal n'a aucune envie d'y aller. Il sait que la vie à l'Académie ne fera que
devenir plus difficile car il n'a toujours aucune aptitude magique. À la place, il prévoit de quitter la maison dès qu'il aura 15 ans et de voyager seul afin de poursuivre son rêve d'intégrer l'académie de magie. Peu de temps après, la mère d'Eftal reçoit la nouvelle que son père veut le voir. Folle de joie, elle le serre dans ses bras, convaincue que cela donnera enfin à Eftal l'occasion de rencontrer son père pour la toute première fois. Cependant, Eftal ne ressent plus aucune excitation à cette idée. Après avoir été ignoré toute sa vie, il ne voit aucune raison de vouloir une relation avec quelqu'un qui ne l'a jamais reconnu. Malgré cela, voir à quel point sa mère et Fraisier sont heureux le fait changer d'avis. Au lieu de s'enfuir, il décide d'aller jusqu'au bout et d'intégrer l'école militaire. Le lendemain, Eftal reçoit une invitation spéciale et se rend au manoir de son père. Malgré tout ce qui s'est passé, il est encore un peu enthousiaste à l'idée de rencontrer enfin l'homme qui est également son descendant de sa vie précédente. Malheureusement, la rencontre se déroule exactement à l'opposé de ce qu'il espérait. Dès qu'il se retrouve face à face, le duc Orcotte méprise Eftal et le traite immédiatement de honte, simplement parce qu'il est né sans aucune aptitude magique. En entendant ces paroles, Eftal décide rapidement que son père n'est rien d'autre qu'un homme sans cœur. Le duc mentionne ensuite qu'il sait déjà qu'Eftal a reçu une invitation spéciale pour l'Académie des sciences militaires. Au début, Eftal pense que son père est réellement fier de lui, cependant, la véritable raison du duc devient rapidement évidente. Il dit qu'il est seulement heureux parce qu'Eftal et sa mère ne vivront plus sous sa responsabilité. Puisqu'Eftal va désormais fréquenter l'Académie, il n'aura plus à dépenser une seule pièce pour les entretenir. À partir de maintenant, ils devront se débrouiller seuls. À cet instant, Eftal réalise que le duc les a seulement invités au manoir afin de les insulter une dernière fois. Avant de partir, le duc ordonne à l'un de ses fils, un homme nommé Joachim, de combattre Eftal et de déterminer s'il est réellement capable de survivre à l'Académie des sciences militaires. Dès que Joachim entend cet ordre, un large sourire inquiétant apparaît sur son visage. Juste avant le début du duel, Fraisier donne un dernier avertissement à Eftal. Il lui dit que même si Joachim n'a pas l'air si dangereux que ça, il était le meilleur élève de leur école en combat à l'épée. Pour cette raison, il conseille à Eftal d'abandonner s'il se rend compte qu'il n'a aucune chance de gagner. Eftal accepte calmement et dit qu'il comprend ce que Fraisier veut dire. Eftal s'avance alors pour commencer le combat et Joachim lui lance immédiatement une épée. Dès qu'Eftal l'attrape, il remarque que l'arme est beaucoup plus lourde que ce à quoi il s'attendait. Joachim explique qu'il s'agit d'une épée en bois dur et non d'une arme d'entraînement ordinaire. Il dit que si quelqu'un porte correctement son attaque, cette épée est assez solide pour écraser le crâne d'une personne ou briser complètement ses os. Après avoir dit cela, Joachim affiche soudain un sourire tordu et fixe directement Eftal. Il dit que la mère d'Eftal n'a apporté que de la honte à la famille royale, puisqu'elle a donné naissance à un enfant sans aucun talent pour la magie. Il admet qu'il a toujours voulu la tuer lui-même, mais comme il ne peut plus le faire désormais, il devra simplement se contenter de tuer son fils à la place. Au moment où Eftal entend ces mots, son expression devient complètement glaciale. Il réalise que Joachim et le duc sont facilement les personnes les plus insupportables qu'il ait jamais rencontrées. Ce qui l'agace encore plus, c'est le fait que ces deux idiots sont en réalité ses propres descendants. Cette seule pensée le rend encore plus furieux qu'avant. Sans perdre une seconde de plus, Eftal fonce droit sur Joachim et commence à l'attaquer avec son épée. Il enchaîne les coups sans laisser à Joachim le moindre instant pour respirer. Et il est surpris de voir que Joachim parvient de justesse à esquiver chaque attaque. Même si Joachim évite de se faire toucher, il est évident qu'il a du mal à suivre la vitesse et la force d'Eftal. Joachim est complètement choqué par la puissance que possède Eftal. Il commence à se demander si Eftal n'a pas été possédé d'une manière ou d'une autre, car la personne qui se tient devant lui ne ressemble en rien au garçon faible qu'il connaissait auparavant. Pour Joachim, c'est comme s'il se battait contre une personne complètement différente. Le duel continue pendant un moment, tandis que les deux continuent d'échanger des coups. Finalement, Joachim lève son épée et tente de bloquer une nouvelle attaque d'Eftal. À cet instant précis, Eftal active sa magie de renforcement physique, augmentant considérablement sa force. Il abat alors son épée en bois dur avec une puissance écrasante, brisant directement la défense de Joachim et lui enfonçant le crâne. Avec cette seule attaque, le duel prend enfin fin et Eftal est déclaré vainqueur. Tous ceux qui regardaient le combat restent figés sous le choc, car aucun d'entre eux ne s'attendait à ce que Joachim perde aussi facilement. Avant de quitter l'arène, Eftal s'arrête un instant et regarde directement Joachim. D'une voix froide, il l'avertit que s'il ose encore prononcer le moindre mot irrespectueux à propos de sa mère, il s'assurera qu'il meurt la prochaine fois. Eftal se dirige ensuite vers sa mère, mais il remarque rapidement qu'elle semble avoir un peu peur de lui à cause de l'incroyable force qu'il a montrée pendant le duel. Il la rassure doucement en lui disant qu'elle n'a rien à craindre, car peu importe à quel point il est devenu
fort, il reste toujours le même Eftal qu'elle a toujours connu. Après cela, Eftal s'incline respectueusement devant le duc et le remercie de l'avoir invité. Même si son père n'est clairement pas content de ce qui s'est passé, il souhaite à contre-cœur bonne chance à Eftal pour son passage à l'école militaire avant de le laisser partir. Plus tard dans la soirée, la mère d'Eftal prépare son plat préféré pour célébrer sa victoire. Tous les deux sont sur le point de commencer à manger lorsqu'ils entendent soudain quelqu'un frapper à la porte d'entrée. Ils l'ouvrent et sont surpris de trouver Moria et Frasier dehors avec un bébé dans les bras de ce dernier. Une fois à l'intérieur, Frasier explique immédiatement la situation. Il dit qu'une rumeur circule selon laquelle la faction du ministre prévoit d'assassiner le jeune prince pendant que la principale force militaire du royaume est partie combattre sur le champ de bataille. L'attaque des barbares est arrivée bien plus tôt que prévu, il n'y a donc pas eu assez de temps pour se préparer. Comme tout s'est produit si soudainement, Frasier a décidé que la maison d'Eftal était l'endroit le plus sûr auquel il pouvait penser pour cacher le prince jusqu'à ce qu'il trouve quoi faire ensuite. Après avoir entendu cela, Eftal comprend rapidement la situation politique. L'ancien roi d'Azul avait 2 fils et le plus jeune était bien plus talentueux que l'aîné. Pour cette raison, le plus jeune fils est devenu le roi actuel, tandis que l'aîné est devenu le ministre de la couronne à la place. Comme le roi actuel n'avait à l'origine aucun héritier mâle, tout le monde croyait que le propre fils du ministre finirait par hériter du trône. Cependant, tout a changé lorsque le roi actuel a finalement eu un fils à lui. Cet événement a détruit les plans du ministre, et c'est exactement pour cela que sa faction veut maintenant la mort du jeune prince avant qu'il puisse hériter du royaume. Même après avoir compris tout cela, Eftal ne parvient toujours pas à comprendre une chose. Il se demande comment les barbares ont réussi à percer les défenses du royaume et à atteindre la capitale alors que la sécurité était censée avoir été renforcée. Frasier pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui aurait pu rendre cela possible. Il soupçonne leur père d'être secrètement derrière tout cela, car si la famille royale est renversée et que le pouvoir change de main, le duc serait celui qui y gagnerait le plus. Comme retourner à la capitale n'est plus une option, Frasier décide que leur seul choix est de traverser la frontière et d'emmener le prince auprès de l'armée principale du royaume, où il sera bien plus en sécurité. C'est un voyage dangereux, mais ils n'ont pas de meilleure alternative s'ils veulent garder le prince en vie. Le lendemain matin, Moria et Frasier finissent de préparer le voyage et commencent à faire leurs adieux avant de partir. C'est alors qu'Eftal apparaît soudainement et demande s'il peut les accompagner. Moria et Frasier acceptent avec joie son offre, car ils savent qu'ils auront besoin de toute l'aide possible pendant une mission aussi dangereuse. Même s'ils sont reconnaissants de l'avoir avec eux, il est évident que la mère d'Eftal a le cœur brisé en regardant son fils quitter la maison une fois de plus. Tous les trois commencent à avancer à travers la forêt tout en discutant de l'itinéraire le plus sûr et en planifiant leur prochain mouvement. Au milieu de leur conversation, un bruit assourdissant résonne soudain entre les arbres. Comprenant que quelque chose ne va pas, ils décident immédiatement que la chose la plus intelligente à faire est de quitter la forêt le plus vite possible avant que ce qui a provoqué ce bruit ne les rattrape. Cependant, au moment où ils atteignent la lisière de la forêt, ils s'arrêtent soudain net. Ce qui les attend dehors est une vision encore plus terrifiante. Le duc est déjà arrivé avec sa division personnelle de mages de combat et ils ont complètement bloqué leur chemin. Il est immédiatement clair qu'ils n'ont aucune intention de laisser le prince s'échapper et qu'ils sont prêts à le ramener, peu importe le prix. Ils pensent immédiatement à faire demi-tour, mais ils découvrent très vite que le chemin derrière eux a déjà été bloqué par un mur de feu. C'est à ce moment-là qu'ils comprennent que le bruit assourdissant qu'ils ont entendu plus tôt venait en réalité des mages du duc qui étaient en train de mettre le feu à toute la forêt. Avec les flammes qui coupent une voie de fuite et les forces du duc qui bloquent l'autre, ils se retrouvent complètement piégés, sans le moindre endroit où fuir. Voyant qu'ils n'ont aucune issue facile, Frasier décide que l'option la plus raisonnable est d'essayer de discuter avec son père. Il s'avance sur le champ de bataille et demande au duc d'écouter ce qu'il a à dire avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. À la grande surprise de Frasier, le duc accepte et avance calmement pour venir à sa rencontre. Pendant un bref instant, Frasier se sent soulagé, car il croit que le duc est réellement prêt à négocier. Cependant, le duc n'avait jamais eu l'intention de discuter depuis le début. Sans donner le moindre avertissement à Frasier, il sort soudain un outil magique et le frappe avec un éclair. L'attaque touche Frasier de plein fouet, le faisant perdre connaissance avant même qu'il ait la moindre chance de réagir. Aussitôt après, le duc fait signe au reste de ses mages, leur ordonnant de tout réduire en cendres. Les mages commencent tous à travailler ensemble, combinant leur magie pour lancer un puissant sort de foudre de niveau 6. L'énorme sort s'abat sur le champ de bataille et dévaste complètement toute la zone, détruisant presque tout sur son passage. Eftal n'a aucune idée si Frasier a réussi à survivre à une attaque aussi dévastatrice ou non. En regardant la destruction se dérouler sous ses yeux, l'égoïsme du duc et son mépris total pour les vies innocentes ne font que le rendre de plus
en plus furieux. Chaque seconde qui passe fait grandir sa rage encore davantage. Moria remarque que l'expression d'Eftal est devenue bien plus sombre qu'avant et tente immédiatement de le calmer avant qu'il ne perde le contrôle. Cependant, Eftal ignore son inquiétude et lui dit simplement qu'il est sur le point de leur montrer à quoi ressemble la vraie magie. Eftal avance alors calmement sur le champ de bataille sans montrer la moindre trace de peur. Sous les yeux de tout le monde, il lance un sort de glace de niveau 9 avec une puissance écrasante. En un instant, la magie glaciale se répand sur le champ de bataille et gèle complètement toute la forêt. Cette démonstration de magie incroyable laisse chaque mage ainsi que le duc lui-même figés dans un état de choc total, car aucun d'entre eux n'a jamais été témoin d'une puissance aussi phénoménale auparavant. Au moment où le duc réalise que la personne qui se tient devant lui est Eftal, il ordonne immédiatement à ses mages d'arrêter de se retenir et de lui montrer ce dont ils sont réellement capables. Sans hésiter, les mages unissent de nouveau leurs forces et tirent plusieurs flèches explosives de niveau 5 droit sur Eftal. Les attaques semblent le toucher directement, provoquant une énorme explosion qui secoue tout le champ de bataille. Le duc se met aussitôt à célébrer, convaincu que personne ne pourrait survivre à une attaque d'une telle ampleur. Mais alors que la fumée se dissipe lentement, tout le monde reste sans voix. Eftal se tient toujours exactement au même endroit qu'avant, complètement indemne. Il s'avère qu'il s'est protégé grâce à son cercle de défense magique toujours actif, ce qui lui a permis de bloquer toute l'explosion sans subir la moindre blessure. Désespéré de l'arrêter, le duc ordonne à tous ses mages de déchaîner le sort de foudre de niveau 6 contre Eftal. Alors que la puissante attaque fonce vers lui, Eftal ne peut s'empêcher de trouver toute cette scène insultante. Le sort utilisé contre lui est exactement la même magie de foudre légendaire qui, à l'origine, portait son nom. La voir utilisée d'une manière aussi pitoyable ne fait que l'agacer encore plus. Sans montrer la moindre inquiétude, Eftal lance calmement un sort de garde d'énergie de niveau 7 et bloque toute l'attaque sans le moindre effort. L'immense sort de foudre disparaît sans lui laisser une seule égratignure. Tous les mages qui regardent la scène restent complètement stupéfaits car le sort de foudre de niveau 6 est considéré comme une magie légendaire. Ils avaient toujours cru qu'il était impossible pour qui que ce soit de le bloquer de front. Après cela, un sourire tordu se dessine lentement sur le visage d'Eftal. Il fonce soudain droit dans l'armée de mages et commence à les abattre les uns après les autres, sans leur laisser la moindre chance de riposter. Ses mouvements sont si rapides et si écrasants que les mages sont complètement impuissants face à lui. Les uns après les autres, ils tombent avant même de pouvoir comprendre ce qui se passe. Comprenant qu'ils n'ont absolument aucune chance de le vaincre, les mages restants abandonnent le combat et tentent de fuir pour sauver leur vie. Avant que l'un d'eux ne puisse s'échapper, Eftal lève la main et lance un sort de foudre de niveau 10. La magie écrasante balaie instantanément le champ de bataille, anéantissant toute l'armée en une seule attaque. Lorsque la poussière finit par retomber, seuls Joachim et le duc sont encore en vie. Eftal marche calmement vers les deux survivants sans montrer la moindre émotion. Il assomme Joachim d'un simple coup avant même que celui-ci ait la moindre chance de résister. Ensuite, il tourne son attention vers le duc. En le regardant droit dans les yeux, Eftal lui dit qu'il n'a aucune intention de faire preuve de pitié envers un homme capable de sacrifier son propre fils pour ses ambitions égoïstes. Une fois qu'il a fini de parler, il assomme également le duc. Ainsi, le coup d'état prend enfin fin. Peu de temps après, Joachim et le duc sont tous les deux exécutés publiquement pour leurs crimes, mettant définitivement un terme à leur rébellion. Il ne faut pas longtemps avant que Frazier ne sorte de l'hôpital. Dès qu'Eftal apprend la nouvelle, il va immédiatement prendre de ses nouvelles. Frazier explique qu'il n'a survécu que grâce au collier de sa famille, qu'il a protégé de l'attaque mortelle. Au moment où Eftal voit le collier, il le reconnaît immédiatement comme étant la garde d'Oberon. Il lui appartenait autrefois dans le passé et avait été transmis à travers la famille pendant de nombreuses générations avant de finir entre les mains de Frazier. Avec la disparition du duc, Frazier devient le nouveau chef de la famille car il a risqué sa propre vie pour protéger le prince héritier pendant l'attaque. En plus de cela, le royaume commence à retirer au duc tous ses titres de noblesse et tous ses honneurs, effaçant complètement son héritage après tout ce qu'il avait fait. Quelque temps plus tard, Eftal décide de montrer à Frazier et Moria la véritable étendue de sa puissance magique. Tandis qu'ils le regardent démontrer un sort incroyable après l'autre, tous les deux sont profondément impressionnés par ce qu'ils voient. Malgré cela, ils l'avertissent qu'il devrait garder sa véritable force secrète, car si le reste du monde découvrait un jour à quel point il est réellement puissant, cela pourrait plonger le monde entier dans le chaos. Ils sont encore plus surpris lorsqu'Eftal révèle qu'il prévoit toujours d'aller à l'école de magie. Frazier et Moria pensent tous les deux qu'il est déjà devenu beaucoup trop puissant pour apprendre quoi que ce soit là-bas, mais Eftal explique que la puissance brute ne fait pas tout. Il veut étudier la magie correctement afin d'apprendre à contrôler ses capacités et à utiliser chaque sort à son plein potentiel. Après avoir entendu son
son raisonnement, Frazier et Moria soutiennent pleinement sa décision. Ainsi, Eftal franchit une nouvelle étape importante dans son voyage pour maîtriser la voie de la magie. À l'âge de 15 ans, Eftal boucle enfin ses affaires et se prépare à partir pour l'académie de magie. Il suffit de voir le visage de sa mère pour comprendre à quel point son absence va lui peser. Elle le serre une dernière fois dans ses bras avant de le laisser partir, tandis que Moria et Frazier lui font de grands signes de la main pendant qu'il s'éloigne. En prenant la route, Eftal se fait une promesse silencieuse. Cette fois, il dépassera toutes les limites que son talent lui a imposées. Après avoir voyagé pendant un moment, il aperçoit une maison de thé au bord du chemin et décide de s'y arrêter pour faire une pause. Alors qu'il savoure sa boisson, une scène attire son attention à l'autre bout de la salle. Un roturier est presque à genoux devant un mage nommé Maître Edwards, le couvrant d'éloges. Il lui dit à quel point c'est un honneur de voir quelqu'un d'aussi réputé se déplacer jusque dans cette campagne reculée et espère qu'il montrera enfin aux habitants ce qu'est la véritable magie. Edwards lui répond sèchement de se taire, expliquant que perdre son temps à discuter avec lui ne l'intéresse pas. Il lui rappelle ensuite qu'à seulement 20 ans, il est déjà aventurier de rang A, tandis que l'homme agenouillé devant lui a dépassé la cinquantaine et n'est toujours que de rang C. Il insiste bien sur cette comparaison afin que l'homme comprenne l'immense fossé qui les sépare. L'homme s'excuse de l'avoir dérangé, puis ajoute, dans l'espoir d'apaiser l'atmosphère, que lui et les autres habitants ont déjà préparé un banquet en l'honneur d'Edwards. Mais celui-ci balaie immédiatement cette idée, déclarant qu'il est hors de question qu'il y assiste, car il a des affaires bien plus importantes à régler concernant son esclave démon. La manière dont Edward traite la jeune esclave donne presque la nausée à Eftal. Cette scène lui rappelle aussitôt Merlin. S'il ne l'avait pas recueillie à temps, elle aurait très bien pu finir esclave, tout comme cette jeune fille. Rien que d'y penser lui laisse un goût amer au fond du cœur. À cet instant, un homme surgit en courant, complètement paniqué. Il crie à tout le monde qu'un immense orc vient d'apparaître de nulle part. En entendant cela, Eftal se précipite dehors et aperçoit le gigantesque orc debout au milieu de la route, en train de manger tranquillement les citrouilles d'une charrette de marchands. Dès que les habitants voient le monstre, la panique se répand immédiatement. Les villageois se mettent à hurler et à courir dans tous les sens, convaincus qu'ils vont tous mourir. Cependant, avant que la situation ne dégénère davantage, le mage roturier aperçu un peu plus tôt demande à tout le monde de garder son calme. Il rappelle à la foule que Maître Edward, un aventurier de rang A, se trouve justement parmi eux. Edward accueille tous ces compliments avec un sourire satisfait et déclare avec assurance qu'un simple orc comme celui-ci n'est qu'un monstre de classe B. Selon lui, vaincre une créature d'un tel niveau est un jeu d'enfant pour un aventurier de rang A comme lui. Ces paroles pleines de confiance redonnent immédiatement espoir à tout le monde, et les habitants placent désormais tous leurs espoirs en Edward, persuadés qu'il mettra rapidement fin au combat. Edward commence alors à réciter l'incantation d'un sort de feu de niveau 4. Une fois l'incantation terminée, il libère une puissante déferlante de flammes en direction de l'orc. Le sort frappe le monstre de plein fouet et provoque une énorme explosion qui recouvre les environs de fumée et de flammes. Edward affiche un sourire triomphant, tandis que les villageois sont convaincus que le combat est déjà terminé. Pourtant, lorsque la fumée finit enfin par se dissiper, tout le monde reste complètement stupéfait. L'orc est toujours debout, sans la moindre égratignure. Pour la première fois, l'assurance d'Edward commence à vaciller. Il comprend enfin qu'il ne s'agit pas d'un orc ordinaire. C'est en réalité un orc berserker, l'une des espèces d'orques les plus puissantes et les plus dangereuses qui existent. Edward réalise aussitôt qu'il n'a absolument aucune chance de le vaincre. Au lieu de poursuivre le combat, il tourne immédiatement les talons et prend la fuite. En s'échappant, il lance rapidement une barrière magique autour de tous les autres, enfermant ainsi les villageois avec l'orc berserker. Edward n'a aucune intention de sauver qui que ce soit. Son plan est de se servir des habitants comme appât afin que le monstre reste occupé pendant qu'il prend la fuite. À ses yeux, quelqu'un d'aussi important que lui ne mérite pas de mourir d'une manière aussi misérable. Terrifiés, les habitants se précipitent aussitôt vers la barrière lumineuse et la frappent désespérément, suppliant Edward de les laisser sortir. Peu importe à quel point ils crient ou implorent son aide, Edward les ignore complètement, persuadé que sa propre vie vaut bien plus que la leur. Tout cela dégoûte Eftal au plus profond de lui-même. Il n'arrive pas à croire qu'une personne se prétendant aventurier de rang A puisse abandonner aussi facilement des innocents. Sans la moindre hésitation, il utilise tranquillement sa propre magie pour dissiper la barrière en un instant. La barrière vole immédiatement en éclats, laissant tout le monde sans voix. Les villageois fixent Eftal avec une stupeur totale et, avant même qu'ils ne s'en rendent compte, toute leur attention est désormais tournée vers lui. Eftal comprend rapidement qu'il en a peut-être un peu trop fait. Il n'avait jamais eu l'intention d'attirer autant l'attention sur lui. En même temps, il savait qu'il lui était impossible de rester les bras croisés pendant que des innocents étaient condamnés à mourir. Après quelques instants de réflexion,
Eftal élabore rapidement un plan. Il décide de lancer d'abord un sort de feu de niveau 3 afin de détourner l'attention de tous les spectateurs. Ensuite, pendant que tout le monde sera concentré sur cette attaque, il éliminera discrètement l'orque berserker grâce à un puissant sort de niveau 9 sans que personne ne comprenne réellement ce qui s'est passé. Eftal commence donc par lancer son sort de feu de niveau 3. Dès que le sort prend forme, tous les témoins restent stupéfaits de voir un garçon aussi jeune capable d'utiliser une magie de niveau 3. Leur incrédulité ne fait que grandir lorsqu'ils voient le sort foncer droit vers l'orque berserker. Cependant, avant même qu'Eftal n'ait le temps d'enchaîner discrètement avec le sort de niveau 9 qu'il avait prévu, quelque chose d'absolument inattendu se produit. Son simple sort de feu de niveau 3 suffit à lui seul à terrasser l'orque berserker, qui s'effondre immédiatement au sol. Edward observe toute la scène avec une incrédulité totale. Il est incapable de comprendre comment un simple sort de niveau 3 lancé par Eftal a pu vaincre le monstre, alors que son propre sort de niveau 4 n'avait même pas réussi à lui infliger la moindre égratignure. Le vieux mage aperçu un peu plus tôt intervient rapidement pour donner une explication. Eftal ne s'est pas contenté de lancer un simple sort de niveau 3. Il a forgé et raffiné sa magie avant de la libérer, augmentant considérablement sa puissance jusqu'à la rendre comparable à celle d'un sort de niveau 5. En entendant cette explication, Eftal réalise qu'Edward est loin d'être aussi compétent qu'il l'avait imaginé. Forger et raffiner sa magie devrait être une technique élémentaire pour un aventurier expérimenté de rang A. Pourtant, Edward ne s'était même jamais donné la peine d'effectuer une manipulation aussi basique. Eftal se rend compte qu'il a attiré bien plus l'attention qu'il ne l'avait prévu, car toutes les personnes autour de lui regardent dans sa direction. Mais quelques secondes plus tard, il remarque qu'elles ne le fixent pas vraiment. Elles observent tout le gigantesque monstre en flammes derrière lui, persuadé qu'il dégage une odeur délicieuse. Profitant de cette diversion, Eftal se faufile discrètement à travers la foule et décide qu'il est temps de partir. Avant de s'éloigner, il interpelle Edward une dernière fois. Il lui dit qu'il devrait témoigner davantage de respect à ses aînés, car le vieil homme qui se tient à côté de lui en connaît bien plus sur la magie qu'il n'en saura jamais. Eftal rappelle également à Edward qu'enfermer des gens à l'intérieur de cette barrière revenait pratiquement à tenter de les assassiner, et qu'une personne qui essaie de tuer les autres n'a aucun droit de posséder des esclaves. Il ordonne donc à Edward de libérer la jeune démone et de se livrer aux autorités. La gentillesse et le calme d'Eftal poussent la jeune démone à le regarder d'une toute autre manière. Alors qu'Eftal reprend son voyage, elle le suit discrètement pendant un moment. Eftal finit par remarquer sa présence, se retourne et lui demande ce qu'elle veut. La jeune démone lui demande nerveusement s'il accepterait de devenir son maître, prenant Eftal complètement au dépourvu. Elle tombe ensuite à genoux et le supplie, lui expliquant que si personne ne la réclame, elle sera arrêtée en tant qu'esclave en fuite. Eftal sait que maintenant que le lien avec son ancien maître a été rompu, elle est techniquement libre. Cependant, cela signifie également que n'importe quelle personne étrange ou cruelle pourrait la forcer à redevenir esclave. Elle pourrait même finir entre les mains de quelqu'un de bien pire qu'Edward. Comme elle est une démone, Eftal se demande comment elle est devenue esclave. Elle lui explique qu'il y a très longtemps, après la défaite de son clan lors d'une guerre contre les nations humaines, les humains les ont réduits en esclavage. Depuis ce jour, son peuple vit dans la servitude. En entendant son histoire, Eftal comprend qu'une fois qu'une personne devient esclave, il lui est presque impossible d'échapper à cette vie. La jeune démone lui révèle également qu'elle est apparentée à Merlin, la directrice de l'académie de magie. En entendant cela, Eftal ouvre de grands yeux sous le choc. Il s'agit de la même Merlin qu'il a connue il y a plus de 400 ans et elle est désormais devenue la directrice de l'académie. Réaliser à quel point elle a réussi remplit Eftal de fierté, puis il se souvient que les démons vivent extrêmement longtemps, ce qui explique pourquoi elle est toujours en vie. Eftal demande ensuite son nom à la jeune démone et elle lui répond qu'elle s'appelle Anastasia. Sachant qu'elle fait partie de la famille de Merlin, Eftal ne peut pas se résoudre à l'abandonner ni à la laisser continuer à souffrir. Finalement, il accepte de devenir son maître. Ils atteignent la ville avant le coucher du soleil et Anastasia lui demande pourquoi ils se sont arrêtés là. Eftal lui explique que l'examen d'entrée de l'académie de magie aura lieu dans cette ville le lendemain. Anastasia est surprise d'apprendre qu'il compte s'y inscrire comme élève, surtout puisqu'il est déjà aussi puissant. Mettant cela de côté, Eftal propose de trouver une auberge où passer la nuit. Mais avant cela, ils doivent manger quelque chose. Peu de temps après, ils arrivent devant un restaurant luxueux. Les serveurs hésitent à servir Eftal car il est très rare de voir quelqu'un amener une esclave dans un établissement aussi coûteux. Malgré cela, ils décident quand même de lui attribuer une table. En entrant, Eftal remarque que les autres nobles lui lancent des regards méprisants, choqués qu'il ait osé amener une esclave dans un restaurant aussi prestigieux. Une fois assis, Eftal remarque qu'Anastasia est installée par terre au lieu d'utiliser la chaise.
chaise. Elle lui explique que les esclaves sont censés rester agenouillés à côté de leur maître afin de pouvoir répondre à leurs besoins à tout moment. Eftal lui dit simplement d'oublier tout ce qu'elle a appris en tant qu'esclave et de s'asseoir sur la chaise. Au moment où Anastasia prend place, l'un des serveurs s'approche et informe Eftal qu'il est interdit aux esclaves de s'asseoir sur les chaises, car l'établissement est exclusivement réservé à une clientèle de haut rang. Il commence même à penser qu'Eftal est trop pauvre pour pouvoir payer un repas dans ce restaurant, mais tout change au moment où Eftal dépose 3 gouttes de dragon sur la table, laissant le serveur sans voix. Eftal pense que cela ne suffit pas, alors il révèle toutes les autres gouttes de dragon cachées sous sa veste. Le serveur comprend immédiatement qu'une seule goutte de dragon vaut 500 pièces d'or. Il change donc aussitôt d'attitude, présente rapidement ses excuses et ordonne au reste du personnel de servir à Eftal et à son invité le meilleur repas du menu. Lorsque les plats arrivent enfin, Eftal s'apprête à manger, mais il remarque qu'Anastasia est encore trop nerveuse pour toucher à son repas à cause de son statut d'esclave. Eftal lui répète une nouvelle fois d'oublier tout cela et de simplement profiter de la nourriture. Il reconnaît qu'elle a probablement été maltraitée pendant la majeure partie de sa vie et qu'il est même possible qu'un jour, il blesse ses sentiments sans s'en rendre compte. Si cela devait arriver, il lui affirme qu'elle aurait parfaitement le droit de se mettre en colère contre lui et de le lui dire. Anastasia est sincèrement stupéfaite que quelqu'un puisse la traiter avec autant de gentillesse et d'équité, et elle accepte avec joie. Le lendemain matin, ils se rendent à l'académie de magie afin de s'inscrire à l'examen d'entrée. Anastasia remercie également Eftal de lui avoir acheté de nouveaux vêtements, et Eftal lui répond qu'ils lui vont très bien. Après y avoir réfléchi davantage, Eftal suggère qu'Anastasia devrait elle aussi passer l'examen d'entrée. Si elle réussit, elle pourrait obtenir un bon travail à l'avenir. Anastasia n'est pas très convaincue d'en être capable, mais Eftal est certain qu'elle s'en sortira parfaitement. Il peut sentir qu'elle possède plus de talent magique que presque toutes les autres personnes présentes. Après tout, elle fait partie des descendantes de Merlin. Peu de temps après, l'instructeur principal s'avance et annonce que la première épreuve de l'examen d'entrée prendra la forme d'une immense bataille royale. On annonce aux candidats qu'ils devront se battre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 5 personnes. Ils sont autorisés à utiliser toutes les méthodes qu'ils souhaitent, du moment qu'ils parviennent à expulser leurs adversaires hors de l'arène. Le superviseur chargé de surveiller l'épreuve est en réalité un aventurier de rang B qui dirige cette partie de l'examen d'entrée chaque année. Cependant, après avoir observé cette épreuve pendant tant d'années, le superviseur n'a que très rarement vu des élèves réellement sortir du lot. Pour cette raison, il n'attend pas grand-chose du groupe de candidats de cette année et pense que le combat ne sera pas différent de tous ceux auxquels il a déjà assisté. La bataille royale commence peu après et les candidats se mettent immédiatement à se battre. La stratégie habituelle consiste à éliminer les élèves les plus faibles aussi vite que possible avant qu'ils ne deviennent gênants plus tard. C'est pourquoi plusieurs élèves s'en prennent rapidement à Eftal et Anastasia, persuadés qu'ils seront des cibles faciles. Cependant, le superviseur reste complètement stupéfait lorsqu'Eftal parvient à vaincre 9 élèves à lui tout seul. Il comprend qu'Eftal utilise une sorte de magie de renforcement physique, mais il reste malgré tout surpris qu'une personne aussi jeune soit capable de la maîtriser à un niveau aussi élevé. Anastasia décide alors de rejoindre le combat et lance un sort de vent de niveau 3. Les autres élèves restent sans voix car un sort de niveau 3 est considéré comme un sort avancé pour quelqu'un de leur âge. Eftal remarque qu'Anastasia a dû réciter une incantation avant de lancer son sort. Alors il lui demande pourquoi elle a besoin de faire cela. Anastasia est déconcertée par la question car elle ne pense même pas qu'il soit possible de lancer de la magie sans utiliser d'incantation. Eftal décide alors de lui prouver qu'elle se trompe. Il commence à lancer simultanément 4 sorts de vent de niveau 4 sans utiliser la moindre incantation, laissant Anastasia et les autres élèves complètement stupéfaits. Le puissant sort expulse immédiatement tous les candidats restants hors de l'arène, mettant fin au combat en un instant. Le superviseur reste totalement incrédule face à ce qu'il vient de voir. Il ne s'attendait absolument pas à voir quelqu'un d'aussi jeune qu'Eftal utiliser une magie aussi puissante sans même avoir besoin d'une incantation. Tous leurs adversaires ayant été vaincus, le superviseur annonce officiellement qu'Eftal et Anastasia ont remporté cette manche de l'examen d'entrée. Vient ensuite l'épreuve écrite. Eftal s'assoit et regarde la feuille d'examen, mais il trouve rapidement l'ensemble extrêmement fastidieux. Il y a tout simplement beaucoup trop de questions et il a l'impression que l'épreuve n'en finit jamais. Cependant, Eftal ne trouve pas les questions elles-mêmes difficiles. Dans sa vie précédente, il maîtrisait déjà parfaitement l'étude de la magie, alors les connaissances évaluées sont des choses qu'il connaît déjà très bien. Environ 1 heure plus tard, l'épreuve écrite prend enfin fin. Eftal pousse un soupir de soulagement et dit à Anastasia
à quel point il est heureux d'avoir enfin terminé de répondre à toutes ces questions. Cependant, Anastasia l'informe soudainement qu'il n'était pas censé répondre à toutes les questions de l'examen. Il devait simplement choisir la question la plus étroitement liée à son propre domaine d'études et répondre uniquement à celle-ci. En entendant cela, Heftal est complètement sous le choc. Il n'arrive pas à croire qu'il ait passé tout ce temps à répondre à chacune des questions alors qu'il ne devait en traiter qu'une seule. Les examens sont finalement corrigés et les responsables de l'école restent complètement stupéfaits en découvrant les résultats d'Heftal. Il obtient le score incroyable de 958 points, ce qui en fait la meilleure note jamais enregistrée dans toute l'histoire de l'examen. Le doyen devient immédiatement méfiant et suppose qu'Heftal a dû tricher d'une manière ou d'une autre. Cependant, avant qu'il puisse prendre la moindre mesure, le superviseur de la bataille royale entre dans la pièce. Le superviseur explique que, durant la bataille royale, Heftal est parvenu à lancer 4 sorts de niveau 4 en parallèle. Au vu de l'incroyable talent qu'Heftal a démontré pendant le combat, le superviseur pense qu'il est extrêmement improbable qu'il ait eu besoin de tricher à une simple épreuve écrite. Le doyen commence alors à réfléchir au nom d'Heftal. Il se souvient que le tristement célèbre empereur de la foudre portait exactement le même nom. Cela l'amène à se demander si Heftal pourrait, d'une manière ou d'une autre, être la réincarnation du mage légendaire. Quelques jours plus tard, tous les candidats se rassemblent autour du panneau d'affichage de l'école pour découvrir s'ils ont été admis à l'académie de magie. Heftal parcourt attentivement la liste en essayant de trouver son nom. Alors qu'il est encore en train de chercher, Anastasia accourt soudainement vers lui et l'enlace. Elle annonce avec enthousiasme à Heftal qu'elle a été admise dans la classe spéciale de magie. Cependant, Anastasia réalise rapidement qu'elle est en train de serrer Heftal dans ses bras devant tous les autres élèves. Elle devient immédiatement embarrassée lorsqu'elle remarque que tout le monde la fixe. Heftal se contente de la féliciter avant de reporter son attention sur le panneau d'affichage. Heftal continue de chercher son nom, mais peu importe le nombre de fois où il parcourt la liste, il ne le trouve nulle part. Finalement, il réalise que son numéro de candidat ne figure même pas sur la liste. Heftal suppose immédiatement qu'il a été recalé. Il commence à se demander si l'école n'a pas secrètement organisé une sorte de test d'aptitude sans l'en informer et ne l'a pas rejeté parce qu'il l'aurait échoué. Anastasia se met en colère et affirme qu'elle va aller se plaindre auprès de l'école à propos de cette situation. Cependant, Heftal la rappelle rapidement et lui demande de ne pas faire cela car cela ne ferait que l'embarrasser encore davantage. C'est alors qu'ils remarquent tous les deux un autre panneau d'affichage situé à proximité. Celui-ci est différent de la liste d'admission habituelle et semble réservé aux annonces spéciales. Lorsqu'Heftal le regarde, il aperçoit soudainement son propre nom écrit dessus. Il découvre que l'école l'a classé parmi les élèves d'élite spéciaux. Heftal ne sait pas vraiment ce que signifie le fait d'être un élève d'élite spéciale, mais il est surtout soulagé d'avoir bel et bien été admis dans l'établissement. Un peu plus tard, Anastasia lui explique que le statut d'élève d'élite spéciale offre de nombreux avantages particuliers. Heftal bénéficiera d'une scolarité gratuite et recevra même des repas gratuits pendant toute la durée de ses études à l'académie. Cependant, Heftal n'est pas vraiment impressionné par ces avantages. Il comprend rapidement que ces privilèges font probablement simplement partie de l'image publique de l'école et servent à montrer à tout le monde à quel point ces élèves d'élite spéciaux sont importants. Au lieu d'être enthousiaste à l'idée d'attirer toute cette attention, Heftal commence à craindre qu'être traité comme un élève spécial ne lui cause finalement plus de problèmes que cela n'en vaut la peine. Après tout, il ne veut pas que tout le monde surveille chacun de ses faits et gestes ou cherche constamment à découvrir qui il est réellement. Heftal a déjà son propre objectif en tête. Il prévoit de profiter de l'immense bibliothèque de l'école tout en restant aussi discret que possible. Son principal objectif est de parcourir en secret les connaissances et les documents de recherche de l'académie. Heftal espère qu'en étudiant tout ce qu'il pourra trouver, il finira peut-être par faire une découverte majeure concernant les aptitudes magiques. Mais maintenant qu'Heftal s'est vu attribuer un rang aussi élevé, il commence à se demander s'il pourra réellement continuer à faire profil bas. L'école lui accordant déjà énormément d'attention, passer inaperçu risque d'être bien plus difficile qu'il ne l'avait imaginé au départ. Alors qu'Heftal et Anastasia traversent l'enceinte de l'école, Heftal aperçoit soudainement une personne qui lui est familière. Dès qu'il la voit, il reconnaît immédiatement Merlin. Merlin a beaucoup grandi depuis la dernière fois qu'Heftal l'a vue, mais il ne fait aucun doute dans son esprit qu'il s'agit bien d'elle. Heftal sait que Merlin le connaît
très bien, alors si elle parvient à l'observer attentivement, elle pourrait facilement découvrir qui il est réellement. Cela pourrait devenir un énorme problème, car Merlin risquerait de révéler publiquement qu'Eftal est en réalité l'empereur de la foudre. Eftal se cache rapidement derrière un mur et tente d'éviter que Merlin ne le voie. Il sait que la chose la plus sûre à faire est de s'éloigner d'elle le plus vite possible. Eftal attrape donc Anastasia et tente de quitter les lieux avant que Merlin ne le remarque. Cependant, Eftal comprend rapidement que se cacher de Merlin ne suffira pas. Même si elle ne le voit pas directement, Merlin est toujours capable de ressentir son énergie. Merlin s'arrête soudainement et comprend qu'Eftal doit se trouver quelque part dans les environs. Elle commence alors à fouiller la zone en suivant l'énergie qu'elle ressent. Eftal tente de s'éloigner aussi vite que possible, mais Merlin finit par le rattraper. Elle court jusqu'à lui et lui pose immédiatement une question très directe. Elle veut savoir s'il a un quelconque lien avec l'empereur de la foudre. Eftal nie immédiatement savoir quoi que ce soit au sujet de l'empereur de la foudre et refuse de donner à Merlin la moindre raison de le soupçonner. Sans perdre davantage de temps, il s'enfuit rapidement avec Anastasia avant que Merlin ne puisse lui poser d'autres questions. Une fois enfin arrivé à l'extérieur, Eftal se tourne vers Anastasia et lui demande si elle a réussi à reconnaître Merlin. Anastasia admet qu'elle a un peu honte de le dire, mais qu'elle n'a en réalité jamais rencontré Merlin auparavant. Eftal est surpris, mais Anastasia lui explique que Merlin et elle ne sont que de très lointaines parentes. Comme leur lien familial est extrêmement éloigné, elles n'ont jamais eu l'occasion de se rencontrer. Eftal comprend alors que cela paraît finalement logique. Après tout, Anastasia et Merlin ne se ressemblent pas vraiment, il serait donc compréhensible qu'Anastasia n'ait aucune idée de l'apparence de Merlin. Un peu plus tard, les nouveaux élèves se rassemblent pour leur cérémonie d'accueil. Au cours de l'événement, Merlin est invitée à monter sur l'estrade en tant que directrice de l'Académie Altena afin de prononcer un discours de bienvenue aux nouveaux élèves. Lorsque Merlin termine son discours, Eftal comprend enfin pourquoi elle se trouve ici. Il réalise qu'elle n'est pas professeure à l'Académie, ce qui signifie qu'il ne devrait pas avoir à s'inquiéter de la recroiser de sitôt. Cependant, au moment même où Eftal pense que tout va bien se passer, le doyen l'appelle soudainement devant tout le monde et le présente comme l'un des élèves d'élite spéciaux de l'Académie. Dès que Merlin entend le nom d'Eftal et réalise qu'il s'agit du même nom que celui de son ancien maître, elle devient immédiatement convaincue qu'il s'agit réellement de lui. Eftal comprend rapidement que son projet de mener une vie tranquille vient de complètement s'effondrer. Plus tard, comme prévu, toutes les filles de la classe entourent immédiatement Eftal. Elles sont fascinées par lui parce qu'il est un élève d'élite spéciale et elles trouvent que son statut le rend incroyablement impressionnant. Anastasia observe toutes les filles entourant Eftal et commence à ressentir une légère jalousie. Cependant, avant que les choses n'aillent plus loin, Merlin s'approche soudainement d'Eftal et pose sa feuille de résultats sur son bureau. Elle affiche clairement une expression furieuse. Les filles comprennent immédiatement que quelque chose de sérieux est en train de se passer, alors elles s'éloignent rapidement pour laisser Merlin et Eftal discuter en privé. Merlin commence par demander à Eftal s'il connaît le concept de réincarnation. Eftal se demande immédiatement si Merlin a déjà découvert sa véritable identité. Cependant, il décide de jouer les ignorants et fait semblant de ne pas comprendre de quoi elle parle. Merlin lui explique alors pourquoi elle se méfie de lui. D'après les réponses qu'Eftal a données pendant l'examen écrit, elle comprend que sa maîtrise de la théorie magique est correcte. Cependant, il y a quelque chose d'étrange dans les connaissances qu'il a démontrées. La théorie magique d'Eftal repose en réalité sur des idées qui étaient utilisées il y a plus de 400 ans. C'est pour cette raison que ces réponses étaient si difficiles à comprendre au premier abord. Eftal réalise immédiatement qu'il a commis une grave erreur. Il a manqué de prudence et a accidentellement révélé des connaissances qui ne devraient plus exister à l'époque moderne. Il sait que cette petite erreur pourrait complètement ruiner ses projets et révéler sa véritable identité. Eftal décide donc de rendre son mensonge encore plus convaincant. Il raconte à Merlin que l'empereur de la foudre avait autrefois une amante secrète et qu'il avait eu un enfant avec elle en cachette. L'empereur de la foudre aurait personnellement entraîné cet enfant et lui aurait enseigné tout ce qu'il savait sur la magie. Cependant, l'existence de cet enfant aurait été dissimulée au public et il aurait été élevé dans un village éloigné afin de pouvoir vivre tranquillement, loin de toute l'attention entourant l'empereur de la foudre. Eftal affirme ensuite qu'il est un descendant de cet enfant secret. Il se présente comme Eftal Orkoth, le 13e. Dans son esprit, Eftal s'excuse secrètement auprès de Merlin de lui mentir, mais il sait que les choses doivent se dérouler ainsi pour le moment s'il veut protéger son identité. Après avoir entendu cette histoire, Merlin ressent une certaine tristesse à l'idée que son maître ne lui ait jamais parlé d'un secret aussi important. Elle n'arrive pas à croire que l'empereur de la foudre possédait toute une famille secrète dont elle ignorait complètement l'existence.
puissance. Cependant, sa tristesse se transforme rapidement en excitation. Merlin devient impatiente de découvrir si l'un des descendants d'Eftal pourrait réellement être plus puissant qu'elle. Elle informe alors Eftal que l'académie organisera bientôt des combats d'entraînement pour les élèves. Merlin lui demande s'il accepterait de se battre contre elle. Dès qu'Eftal entend cela, il frissonne immédiatement. Il sait qu'affronter Merlin pourrait être extrêmement dangereux pour ses projets. S'il se bat sérieusement contre elle, il y a de fortes chances qu'il révèle sa véritable puissance. Cela ne ferait qu'attirer encore plus d'attention sur lui. Le choix le plus logique serait de refuser le défi de Merlin et d'éviter complètement le combat. Cependant, le cœur d'Eftal lui dit autre chose. Malgré les risques, Eftal finit par accepter le défi de Merlin. Au fond de lui, cette occasion l'enthousiasme réellement. Après tout, Merlin a passé les 400 dernières années à développer sa magie et à devenir plus puissante. Eftal ne peut s'empêcher de se demander à quel point elle est devenue forte pendant tout ce temps. La nouvelle du combat entre Eftal et Merlin se répand rapidement dans toute l'académie de magie. Même si les étudiants savent qu'Eftal est le représentant spécial de l'académie, la plupart d'entre eux ne croient toujours pas qu'il puisse vaincre Merlin, tant elle est légendaire. Eftal n'accepte ce combat d'entraînement que parce qu'il veut voir à quel point Merlin s'est amélioré après avoir passé les 400 dernières années à étudier la magie. Cet après-midi-là, l'heure du combat d'entraînement finit enfin par arriver. Eftal et Merlin se tiennent face à face tandis que toute l'académie se rassemble pour assister à l'affrontement. La plupart des étudiants encouragent Merlin, mais Eftal compte tout de même quelques supporters. Voir d'autres étudiants soutenir son maître rend Anastasia légèrement jalouse. Lorsque le combat commence, Eftal déclare calmement qu'il souhaite commencer par quelque chose de simple. Sans prononcer la moindre incantation, il lève la main et lance une boule de feu de niveau 6 sur Merlin. Cette attaque laisse tous les étudiants et professeurs présents complètement stupéfaits. Un instant plus tard, Merlin ressort calmement des flammes sans la moindre égratignure. Eftal sourit en comprenant qu'elle a bloqué l'attaque grâce à un mur parfait de niveau 7. Voir un garçon aussi jeune lancer si facilement un sort de niveau 6, et cela sans incantation, pousse Merlin à croire encore davantage à l'histoire d'Eftal. Même si les chances sont contre elle, Merlin refuse de tomber sans obliger Eftal à se donner du mal. Elle lance un sort d'explosion flamboyante de niveau 6 et Eftal y répond avec le même mur parfait que Merlin avait elle-même utilisé un peu plus tôt. En l'affrontant, il ne parvient pas vraiment à cacher à quel point il prend plaisir au combat, car c'est la première fois depuis sa réincarnation qu'il voit une magie de niveau 6 être utilisée. Merlin remarque le sourire sur son visage, ce qui l'agace suffisamment pour qu'elle bondisse dans les airs et tire une nouvelle explosion flamboyante de niveau 6 droit sur lui. Entre deux attaques, elle lui explique que les sorts de haut niveau nécessitent normalement beaucoup de temps pour être correctement construits. Cependant, comme elle a directement appris auprès de l'empereur de la foudre, elle a réussi à maîtriser le lancement de sorts sans prononcer la moindre incantation. Eftal décide de la pousser encore plus loin et lance un sort de glace de niveau 7 qui gèle instantanément toutes ses flammes. Merlin est prise au dépourvu car elle ne s'attendait pas à ce qu'il maîtrise également la magie de glace. Puis il la surprend de nouveau en lançant directement sur elle une attaque de givre maléfique. Il l'observe avec une véritable curiosité pour voir comment elle va y faire face et elle le rend fier en arrêtant parfaitement l'attaque grâce à un mur parfait. Il enchaîne immédiatement plusieurs autres sorts de givre maléfiques de niveau 7, les uns après les autres, mais elle les bloque tous sans perdre le contrôle. Eftal lance ensuite sur elle un titan de glace extrêmement raffiné et cette fois, la pression est clairement différente. Merlin peine à lui résister, Eftal lui fait remarquer que son incantation présente encore des imperfections et que même lorsque la puissance magique brute est équivalente, une technique parfaitement maîtrisée finit toujours par percer une défense imparfaite. En entendant cela, l'expression de Merlin change soudainement. Ses paroles ressemblent exactement à ce que l'empereur de la foudre lui disait autrefois en plein combat, lorsqu'il lui signalait ses défauts en temps réel au lieu d'attendre la fin de l'affrontement. Ce souvenir la frappe au plus profond d'elle-même, mais au lieu de briser sa concentration, il produit l'effet inverse. Elle se concentre entièrement, passe au lancement multiple et superpose plusieurs murs parfaits de niveau 7 jusqu'à ce que le titan de glace se brise contre eux. La foule qui observe le combat reste sans voix. Eftal est sincèrement impressionné, mais il sait qu'un lancement multiple d'une telle ampleur épuise rapidement son utilisateur. Il fonce donc immédiatement sur elle afin de porter le coup final avant qu'elle ne puisse récupérer, mais Merlin disparaît soudainement. Elle réapparaît derrière lui et déclenche une explosion flamboyante de niveau 6 possédant un rayon d'explosion inhabituellement large. Tous ceux qui regardent pensent alors que le combat est terminé pour Eftal. Merlin s'autorise un léger sourire satisfait avant de sentir soudainement sa présence juste derrière elle. Eftal avait déjà anticipé son intention de l'attaquer par derrière et avait préparé son propre sort de téléportation
situation avant même qu'elle ne passe à l'action. Merlin dit à Heftal qu'il utilise exactement les mêmes techniques que l'empereur de la foudre. Pour elle, voir quelqu'un porter le même nom et se battre de la même manière est à la fois déroutant et frustrant. Malgré tout, Heftal lui ressemble tellement que cela fait également remonter de nombreux souvenirs anciens. À cause de cela, Merlin ne peut s'empêcher de sourire en le regardant. Après cela, Merlin annonce à Heftal qu'elle s'apprête à utiliser ses sorts les plus puissants contre lui. Elle lui dit que s'il parvient à survivre à tout ce qu'elle lui lancera, elle reconnaîtra enfin sa défaite. Heftal accepte calmement son défi sans montrer la moindre peur. Merlin commence immédiatement à lancer un sort de marteau de Thor de niveau 8. En la regardant préparer son attaque, Heftal semble honnêtement un peu déçu car il s'attendait à ce que son sort secret soit plus puissant qu'un simple sort de niveau 8. Merlin remarque l'expression sur son visage mais conserve son sourire assuré. Elle lui dit de ne pas la sous-estimer uniquement à cause du niveau du sort. Un instant plus tard, Merlin libère l'attaque et un immense éclair fonce droit sur Heftal. Il l'esquive rapidement et sans difficulté, mais paraît toujours perplexe, car l'attaque ne semble pas différente d'un marteau de Thor ordinaire. Il commence à se demander pourquoi Merlin était aussi confiante si c'était tout ce qu'elle comptait faire. Heftal observe alors plus attentivement et finit par remarquer quelque chose d'inattendu. Tandis qu'elle lançait son sort de la main droite, Merlin en préparait secrètement un autre de la main gauche au même moment. La seconde attaque de foudre jaillit soudainement vers Heftal depuis une autre direction, mais il réagit tout de même assez vite pour l'éviter avant qu'elle ne le touche. Après avoir esquivé l'attaque, Heftal reconnaît que cette manœuvre était impressionnante. Il félicite Merlin d'avoir anticipé, mais lui précise également qu'il avait tout de même vu venir l'attaque avant qu'elle ne l'atteigne. Cependant, Heftal reste soudainement complètement stupéfait lorsqu'il réalise que Merlin lançait aussi un troisième sort avec son pied gauche. La troisième attaque fonce sur lui presque instantanément, l'obligeant à l'esquiver de justesse au tout dernier moment. Après y avoir échappé, Heftal admet qu'il n'avait aucune idée que Merlin cachait un tel tour dans sa manche. Avant même qu'il ait le temps de reprendre ses esprits, Heftal est de nouveau surpris. Il comprend que Merlin lance désormais 4 sorts de niveau 8 en même temps, en utilisant chacun de ses 4 membres pour lancer un sort différent. Au lieu de s'inquiéter, Heftal se met soudainement à sourire avec excitation en réalisant à quel point Merlin a progressé au cours des 400 dernières années. Elle s'est améliorée bien plus qu'il ne l'aurait imaginé. Merlin s'élève lentement dans les airs tout en continuant à accumuler de plus en plus de magie. En la regardant, Heftal reconnaît que c'est quelque chose qu'il n'avait jamais eu l'occasion de voir dans sa vie précédente. Voir Merlin exécuter une technique aussi incroyable lui rappelle pourquoi elle a toujours été son élève préféré. Décidant qu'il est enfin temps pour lui de riposter, Heftal se prépare à utiliser son propre sort de foudre original de niveau 10. Merlin termine de rassembler toute sa magie avant de lancer finalement son attaque dans sa direction. Sans montrer la moindre panique, Heftal répond calmement en libérant son sort de foudre original de niveau 10. Au moment où les deux sorts entrent en collision, toute l'arène est recouverte d'un éclat de lumière aveuglant qui empêche quiconque de voir ce qui se passe. Merlin observe l'affrontement avec une totale incrédulité. Elle ne peut pas croire qu'Heftal soit assez puissant pour lancer un sort capable de surpasser complètement son attaque du marteau de Thor. Dans son esprit, une chose pareille devrait être impossible pour n'importe qui, à l'exception de l'empereur de la foudre lui-même. Puis, sans laisser à quiconque le temps de réagir, Heftal utilise soudainement sa technique d'annulation magique. En un instant, toute trace de foudre disparaît de l'arène, et Merlin retombe lentement au sol tandis que sa magie s'évanouit complètement. Les étudiants et les professeurs qui assistent au combat restent bouche bée. Personne ne sait quoi dire après avoir été témoin d'un échange de magie aussi incroyable. Après avoir atterri au sol, Merlin regarde directement Heftal et lui demande à voix basse s'il est la réincarnation de l'empereur de la foudre. Cette fois, Heftal ne nie pas la vérité. Il admet qu'il s'est réellement réincarné. Après avoir dit cela, il s'approche de Merlin et lui tapote doucement la tête en lui disant à quel point il est fier de tout ce qu'elle a accompli au cours des 400 dernières années. Au moment où Merlin entend ces mots, elle ne parvient plus à contenir ses émotions. Des larmes commencent à couler sur son visage tandis qu'elle dit à Heftal à quel point il lui a manqué pendant toutes ces années. Voir les deux réunis rend Anastasia légèrement jalouse. Alors elle accourt rapidement pour venir se placer à côté d'Heftal. Lorsque Merlin remarque Anastasia, elle suppose immédiatement qu'Heftal s'est somehow retrouvé avec une esclave alors qu'il est censé être étudiant. Heftal dissipe rapidement le malentendu en lui expliquant qu'Anastasia a simplement rencontré quelques problèmes et qu'il a donc décidé de s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit sûr où vivre. Anastasia s'avance nerveusement et se présente poliment à Merlin en lui disant qu'elle est ravie de la rencontrer. Merlin lui adresse un sourire chaleureux et lui rend ses salutations. Puisque Heftal a choisi de garder Anastasia à ses côtés, Merlin
Merlin estime qu'il devait avoir une bonne raison de le faire et ne pose aucune autre question. Cependant, il ne faut pas longtemps avant qu'un grand groupe d'étudiants accourt vers Eftal. Ils commencent tous à lui demander de devenir leur nouveau professeur de magie, tandis que d'autres le supplient de montrer davantage de sa magie extraordinaire lors de futures démonstrations et conférences. Eftal ne parvient même pas à s'énerver face à leur comportement, car il s'attendait à ce que tout le monde réagisse ainsi après qu'il ait dévoilé une si grande partie de sa puissance durant le combat. Une fois que la foule finit par se calmer, Merlin demande à Eftal pourquoi il a décidé de venir dans cette académie. Eftal choisit de ne pas lui révéler toute la vérité. À la place, il lui dit simplement qu'il est venu parce qu'il souhaite étudier la magie. Merlin accepte sa réponse sans la remettre en question et propose qu'ils partent tous les trois avant que la foule ne devienne encore plus importante. Sur ces mots, ils s'enfuient rapidement ensemble. Quelques heures plus tard, Merlin ramène Eftal au manoir où il vivait autrefois, plusieurs centaines d'années auparavant. Lorsqu'ils arrivent, Eftal est profondément ému de constater que Merlin a soigneusement entretenu le manoir pendant les 400 dernières années, le conservant en excellent état durant tout ce temps. Après leur avoir fait visiter les lieux, Merlin demande à Eftal d'attendre là pendant qu'elle va terminer quelques formalités administratives. Eftal et Anastasia paraissent tous les deux perplexes et lui demandent de quels documents elle parle. Merlin leur explique joyeusement qu'elle prévoit de remplir des documents, déclarant qu'Eftal et Anastasia sont tous les deux ses enfants adoptifs ainsi que ses apprentis personnels. Tout en parlant, elle se laisse complètement emporter et commence à imaginer à quoi ressemblera leur nouvelle vie scolaire ensemble. Eftal demande rapidement à Merlin de se calmer et de lui expliquer précisément de quoi elle parle. Merlin reprend son calme et lui explique qu'elle va utiliser son autorité en tant que directrice de l'académie de magie d'Altena afin de permettre à Eftal de s'y inscrire immédiatement. Merlin devient de plus en plus enthousiaste en imaginant retourner à l'école avec Eftal. Elle parle joyeusement d'étudier ensemble à la bibliothèque, de déjeuner ensemble tous les jours et de passer du temps avec lui dans toute l'académie, exactement comme il le faisait autrefois. Après y avoir réfléchi un instant, Eftal réalise que s'inscrire à l'académie de magie d'Altena ne serait pas une mauvaise idée. Cela lui permettrait de continuer à étudier toute la magie qu'il souhaitait apprendre en tant qu'étudiant sans avoir à dissimuler autant de choses. Surtout puisque Merlin dirige l'académie et connaît déjà son plus grand secret. Finalement, il dit à Merlin qu'il trouve cette idée excellente. Il s'approche d'elle et lui fait une chaleureuse étreinte tout en la remerciant pour tout ce qu'elle a fait. Voir les deux s'enlacer rend Anastasia de nouveau légèrement jalouse, mais elle décide de laisser passer cette fois-ci. Le lendemain, Eftal emmène Anastasia dans les profondeurs du manoir jusqu'à la salle du trésor souterraine car il n'a toujours pas récupéré sa fidèle épée. Anastasia se sent un peu nerveuse et lui demande si quelqu'un comme elle a vraiment le droit d'entrer dans la salle du trésor. Eftal lui dit de ne pas s'inquiéter car Merlin leur a déjà donné la permission, donc il n'y aura aucun problème. Tous deux continuent d'avancer dans le long couloir qui mène à la salle du trésor. Au moment où ils atteignent l'entrée, une mystérieuse lampe apparaît soudainement de nulle part. Quelques instants plus tard, la lampe libère un immense génie rouge qui leur bloque immédiatement le passage et annonce que personne n'est autorisé à aller plus loin. Le génie regarde Eftal et Anastasia et suppose qu'ils ne sont rien de plus qu'un couple de voleurs venus dérober des trésors. Eftal lui explique calmement qu'ils ne sont pas du tout des voleurs. Il affirme qu'il est simplement venu récupérer son katana, Raikiri. Dès que le génie entend cela, il entre dans une colère noire. Il dit à Eftal que Raikiri ne pourrait jamais lui appartenir car il s'agit d'une arme légendaire rapportée du château du roi démon par le célèbre empereur de la foudre en personne. En entendant ce nom, Eftal repense à son ultime combat contre le seigneur démon. Il se souvient avoir utilisé Raikiri pour trancher net le sort de foudre de niveau 10 du seigneur démon avant de le vaincre. Le génie suppose qu'Eftal et Anastasia ne sont que deux élèves de Merlin qui ne savent pas ce qu'ils font. Il leur ordonne de partir immédiatement et affirme qu'il les laissera s'en aller avec un simple avertissement cette fois-ci. D'après les ordres de Merlin, personne à part l'empereur de la foudre n'est autorisé à entrer dans la salle du trésor. Eftal tente de lui expliquer qu'il est réellement l'empereur de la foudre, mais le génie refuse de l'écouter. À la place, il lui hurle dessus si fort que des postillons éclaboussent tout son visage. Désormais sûr de lui, le génie commence à se plaindre de Merlin. Il la traite de vieille peau parce qu'elle passe son temps à lui donner des ordres et à le forcer à garder la salle du trésor tous les jours. Il va même jusqu'à insulter l'empereur de la foudre, le qualifiant d'imposteur qui n'a jamais eu le moindre talent pour la magie. À l'instant où Eftal entend ces paroles, son expression change complètement. Son visage devient glacial tandis qu'il demande calmement au génie où se trouve Raikiri. Le génie ressent immédiatement la pression émanant d'Eftal et devient légèrement nerveux. Il reconnaît que Raikiri est conservé au fond de la salle du trésor, mais affirme que cela ne change rien, car l'épée est scellée derrière
derrière un sort de protection de très haut niveau, si puissant que personne ne peut le briser. Ignorant l'avertissement, Eftal s'avance calmement vers Raikiri. Sans prononcer le moindre mot, il lance un sort de dissipation de niveau 8 sans aucune incantation. La barrière protectrice vole instantanément en éclats, libérant Raikiri de son sceau. Alors qu'Eftal ramasse l'épée et la tient de nouveau dans sa main, le génie ne peut que le fixer, totalement incrédule. C'est alors que Merlin apparaît soudainement entourée d'une aura écrasante. Elle affirme avoir entendu le génie la traiter de vieille peau depuis l'autre côté du manoir, puis elle remarque qu'Eftal a réussi à récupérer Raikiri. Enthousiasmée par ce qu'elle voit, Merlin demande à Eftal s'il lui apprendra un jour à manier une épée. Eftal se contente de sourire et lui répond qu'il le fera lorsque le moment sera venu. En observant toute la scène, le génie commence enfin à comprendre. Aucune personne ordinaire ne pourrait lancer un sort de dissipation de niveau 8 sans incantation. À cet instant, il réalise enfin que l'homme qui se tient devant lui est bel et bien le légendaire empereur de la foudre. Le génie tombe immédiatement à genoux et présente ses excuses les plus sincères à Eftal pour son comportement irrespectueux de tout à l'heure. Eftal accepte ses excuses. Il lui explique simplement qu'Anastasia et lui vivront désormais ici, alors il devra bien mémoriser leurs deux visages. Le génie accepte aussitôt et promet qu'il ne commettra plus jamais la même erreur. Même après cela, Merlin est toujours furieuse que le génie l'ait traité de vieille peau et tous deux continuent de se disputer. Pendant qu'ils se chamaillent, Anastasia ne peut détacher les yeux de Raikiri. Après cela, le groupe part se promener en ville. Tandis qu'ils arpentent les rues, Eftal remarque que les boutiques n'ont pas beaucoup changé, même après les 400 années durant lesquelles il a été absent. Merlin approuve ses paroles avant de pointer du doigt une boutique de tailleur située à proximité. Elle leur explique que c'est là qu'elle fait confectionner des uniformes pour Eftal et Anastasia. Tous les trois passent le reste de la journée à profiter de la ville. Après avoir terminé leur visite, Merlin demande à Eftal ce qu'il compte faire pendant le reste de la journée. C'est alors qu'une serveuse suggère à Eftal de participer à la chasse au trésor de la ville s'il n'a rien d'autre de prévu. Même Merlin n'en a jamais entendu parler. Alors la serveuse leur explique qu'une chasse au trésor est organisée dans toute la ville et que celui qui trouvera le plus de trésors cachés sera déclaré vainqueur. Chacun pourra garder tous les trésors qu'il aura trouvés et en plus de cela, le grand prix est un voyage aux sources thermales. Après avoir entendu cela, il décide d'aller voir de quoi il s'agit. Merlin s'y intéresse immédiatement car un séjour aux sources thermales lui semble être une merveilleuse récompense. Alors qu'il marche, Eftal remarque soudainement qu'Anastasia s'est arrêtée. Elle fixe silencieusement l'une des affiches de la chasse au trésor avec un air très intéressé. Eftal et Merlin reviennent vers elle et lui demandent si elle aimerait participer. Eftal comprend qu'elle en a vraiment envie, mais qu'elle est simplement trop timide pour le dire à voix haute. Voyant cela, ils décident qu'ils participeront tous ensemble à la chasse au trésor, ce qui fait sourire Merlin et Anastasia. Cependant, Anastasia reconnaît que les sources thermales ne l'intéressent pas vraiment. Ce qu'elle désire réellement, c'est l'un des trésors offerts en récompense. Merlin observe alors plus attentivement l'affiche qu'Anastasia fixait et remarque l'une des poupées proposées en récompense. Elle demande à Anastasia pourquoi elle tient autant à obtenir cette poupée en particulier. Avant qu'Anastasia ne puisse répondre, Eftal arrête doucement Merlin et dit à Anastasia qu'elle n'est pas obligée de s'expliquer si elle n'en a pas envie. Après avoir observé les alentours, Eftal comprend que les organisateurs utilisent une magie de métamorphose pour dissimuler tous les objets de la chasse au trésor, ce qui les rend impossibles à trouver par des moyens ordinaires. Anastasia suggère d'utiliser dissipation parfaite comme il l'a fait dans la salle du trésor. Merlin souligne rapidement qu'une telle chose supprimerait également de nombreux autres sorts présents dans la ville qui n'ont aucun rapport avec la chasse au trésor. À la place, Eftal trouve une bien meilleure idée. Plutôt que de dissiper tous les sorts présents dans la zone, il interférera uniquement avec la magie de la personne qui lance le sort de métamorphose. Merlin se demande s'il est seulement possible de lancer un sort avec une telle précision. Pour répondre à sa question, Eftal active son brouilleur magique de niveau 5. Le sort fonctionne parfaitement. La magie dissimulée est perturbée, ce qui leur permet de repérer facilement toutes les poupées de la chasse au trésor cachées dans la ville. À la fin de la journée, ils ont rassemblé suffisamment de trésors pour remporter toute la compétition, gagnant à la fois le grand prix et les billets pour les sources thermales. Alors qu'ils rentrent ensemble, Anastasia trouve enfin le courage de dire à Eftal que la poupée de la chasse au trésor lui fait penser à lui. Eftal se contente de sourire en entendant cela. Au même moment, Merlin comprend enfin que c'était la véritable raison pour laquelle Anastasia voulait cette poupée avec autant d'insistance. Plus tard dans la soirée, Eftal est tranquillement en train de siroter une tasse de thé lorsque Merlin entre dans la pièce. Elle lui dit qu'elle aimerait discuter de quelque chose d'important. Merlin explique qu'elle et Anastasia reviennent tout juste des grands bains publics et qu'elle
qu'elle était curieuse à son sujet, car elle voulait savoir si Anastasia ferait une partenaire convenable pour Eftal dans l'intimité. À peine Eftal entend-il ces mots, qu'il recrache son thé et affirme immédiatement à Merlin que lui et Anastasia n'entretiennent absolument pas ce genre de relation. Merlin insiste en disant qu'un homme de premier ordre comme Eftal mérite une femme de premier ordre à ses côtés. Eftal lui répond en lui donnant une légère tape sur la tête et répète qu'il n'y a rien de tel entre lui et Anastasia. Merlin accepte sa réponse, mais elle évoque ensuite autre chose qu'elle a remarqué. Elle explique à Eftal qu'Anastasia porte une marque d'esclave spéciale sur son corps. Pour cette raison, elle ne comprend pas pourquoi Eftal l'autorise à rester à ses côtés alors qu'il est déjà au courant. Gardant une expression calme, Eftal répond à Merlin qu'il connaît l'existence de cette marque d'esclave depuis le début. Merlin lui rappelle que garder quelqu'un portant une marque d'esclave à proximité peut devenir extrêmement dangereux, presque comme se promener avec une bombe à retardement. Avant qu'elle ne puisse poursuivre, Eftal abat soudainement son poing sur la table. Il dit fermement à Merlin que c'était son choix et qu'il ne veut plus entendre un seul mot à ce sujet. Merlin comprend qu'Eftal ne souhaite pas aller plus loin dans cette discussion et accepte discrètement de laisser tomber. Le lendemain, Eftal arrive à l'académie de magie avec Anastasia. Dès qu'il pénètre dans l'enceinte de l'école, presque tout le monde se met à le dévisager, se demandant pourquoi un humain issu d'une race inférieure fréquente une école réservée aux démons. Anastasia demande discrètement à Eftal ce qui se passe, et il lui explique que cette académie a été fondée spécialement pour les démons. Voir un étudiant humain dans un tel endroit est donc extrêmement inhabituel. Malgré cela, Eftal n'a absolument pas l'intention de laisser les préjugés des autres l'empêcher d'étudier la magie. Eftal et Anastasia arrivent ensuite dans leur salle de classe. Dès que les autres élèves réalisent qu'Eftal est humain, ils commencent à se demander pourquoi quelqu'un d'une race inférieure a été autorisé à intégrer l'académie. Une jeune fille blonde nommée Maria s'approche de lui et lui demande comment un humain comme lui a réussi à être admis dans leur école. Avant qu'Eftal ne puisse répondre, le meilleur élève de la classe, Ab, prend la parole. Il affirme à Maria qu'Eftal est sûrement un humain influent qui a payé suffisamment cher le comité d'admission pour qu'il ferme les yeux sur le règlement. Eftal trouve cette accusation un peu embarrassante car Ab n'a pas complètement tort. Abe lui demande ensuite s'il croit vraiment qu'un membre d'une race inférieure est capable de rivaliser avec les autres élèves. Eftal répond calmement qu'il fera simplement de son mieux. Au lieu de le calmer, la réponse d'Eftal ne fait qu'énerver davantage Ab. Celui-ci lui dit de ne pas sous-estimer tout le monde, car chacun sait à quel point l'examen d'entrée était difficile. Eftal choisit de ne pas argumenter et va tranquillement s'asseoir à sa place. Un peu plus tard, Maria s'approche d'Eftal et s'excuse pour le comportement d'Abe. Cependant, elle admet que, même si elle ne juge pas les gens en fonction de leur race, elle les juge en fonction de leur talent. Selon elle, un humain comme Eftal ne peut tout simplement pas rivaliser avec les autres élèves en matière de magie, alors elle lui conseille de ne pas gêner les autres. Après le départ de Maria, Eftal réfléchit silencieusement à ses paroles. Il sait qu'elle n'a pas entièrement tort, car les démons possèdent naturellement un plus grand talent pour la magie que les humains. Il pense alors à Frasier et Anastasia, qui ont tous deux fait preuve d'un talent exceptionnel malgré un entraînement très limité. Peu de temps après, le premier cours principal commence. Merlin entre dans la salle de classe et annonce que c'est elle, la doyenne de l'académie, qui enseignera personnellement à leur classe. Toute la classe reste bouche bée. Chacun réalise à quel point il est chanceux d'avoir une personne aussi célèbre que Merlin comme professeur. Ab suppose immédiatement que Merlin a entendu parler de son incroyable talent et que c'est la raison pour laquelle elle a décidé d'enseigner à leur classe. Cependant, Merlin lui répond sèchement qu'elle n'a jamais entendu parler de lui. Elle pointe ensuite directement Eftal du doigt et annonce à toute la classe que c'est lui la véritable raison pour laquelle elle a décidé de devenir leur enseignante. Eftal se sent extrêmement mal à l'aise car il déteste être le centre de l'attention. Ab devient furieux en apprenant que Merlin n'est venu enseigner à leur classe qu'à cause d'Eftal. Il en conclut immédiatement qu'Eftal doit être le fils d'un riche noble car c'est la seule explication qui lui vient à l'esprit. Merlin est déçu par la façon de penser d'Abe et lui dit que seuls les magiciens de 3e ordre tirent des conclusions aussi hâtives. Elle demande ensuite à toute la classe d'observer attentivement Eftal car le rencontrer est l'occasion idéale de se débarrasser de toutes leurs idées reçues sur les humains. Eftal baisse la tête avec résignation, réalisant que son rêve de mener une vie scolaire tranquille est déjà réduit à néant. Pendant la pause, Ab et ses amis encerclent Eftal et exigent de savoir qui il est réellement. Avant qu'Eftal ne puisse répondre, Ab invente sa propre histoire. Il prétend que Merlin donne probablement des cours particuliers aux étudiants humains et qu'elle ne s'intéresse à Eftal que parce qu'elle aime enseigner aux beaux garçons. Abe et ses amis éclatent de rire en qualifiant Eftal de chouchou de la vieille peau. À l'instant où Eftal entend Merlin être insulté,
son expression change. Il dit calmement à Abe de ne pas traiter Merlin de vieille peau. Abe est prêt à se battre, mais Eftal présente rapidement ses excuses afin de calmer la situation. Après leur départ, Eftal espère pouvoir éviter Abe à partir de maintenant. Plus tard dans l'après-midi, Merlin annonce à la classe qu'il est temps de choisir un élève pour le prochain combat interclasse. Elle demande des volontaires et dès qu'Eftal entend cela, il se cache immédiatement sous son bureau, se souvenant de ce qui s'est passé la dernière fois qu'il a combattu en public. Comme personne ne se porte volontaire, Merlin se dirige vers Eftal, manifestement décidé à le choisir. Avant qu'elle ne puisse le faire, Abe se porte rapidement volontaire. Toute la classe estime qu'il est le choix le plus évident puisqu'il est considéré comme le meilleur épéiste de l'académie. Cependant, Merlin le rejette immédiatement, affirmant qu'il n'est pas la bonne personne pour cette mission. C'est alors qu'Anastasia lève soudainement la main. Eftal pense qu'elle se porte volontaire, mais elle désigne timidement Eftal à la place. Abe ne peut cacher son sourire presque dément, car voir Eftal attirer toute l'attention ne fait que le rendre de plus en plus furieux. Cela dit, Merlin emmène tout le monde à l'extérieur et annonce qu'Abe et Eftal vont participer à un combat d'entraînement. Le but de ce duel est de déterminer lequel des deux représentera la classe lors de la prochaine compétition interclasse. Cependant, il y a une règle importante. La magie est totalement interdite pendant le combat, ce qui signifie qu'Eftal et Abe sont obligés de se battre uniquement au corps à corps. Eftal n'a vraiment pas envie de se retrouver mêlé à davantage de problèmes, alors il élabore un plan très simple. Il décide de lancer un faux coup de pied qu'Abe devrait pouvoir esquiver facilement, puis une fois qu'Abe l'aura évité, Eftal compte perdre volontairement le reste du combat. Le combat commence et Eftal lance immédiatement son coup de pied, mais Abe le reçoit directement en plein visage. Le coup l'envoie s'écraser au sol, laissant tous les spectateurs complètement stupéfaits. Personne n'arrive à croire qu'Eftal ait réellement réussi à toucher Abe de plein fouet, lui qui est considéré comme l'un des élèves les plus forts de la classe. Merlin lève immédiatement la main d'Eftal et le déclare vainqueur. Les autres élèves n'arrivent toujours pas à croire ce qu'ils viennent de voir. Ils commencent alors à élaborer leur propre explication, pensant que Merlin cherche peut-être secrètement à modifier le programme de formation des épéistes magiques de l'école. Ils se souviennent avoir entendu dire que les humains sont naturellement doués pour le combat physique. Alors, ils supposent qu'Eftal doit en réalité être un épéiste incroyablement talentueux. Dans leur esprit, cela expliquerait pourquoi Merlin lui accorde autant de traitements de faveur. Eftal comprend que ce malentendu pourrait en réalité lui être utile. Si tout le monde pense qu'il n'est qu'un épéiste talentueux, les autres arrêteront peut-être de prêter autant d'attention à ses autres capacités. Alors, malgré sa nervosité, Eftal décide de jouer le jeu. Pendant ce temps, Abe est toujours allongé face contre terre et à en juger par son expression, il est absolument furieux de ce qui vient de se passer. Plus tard dans la soirée, Eftal dîne avec Anastasia. Pendant qu'il mange, Anastasia évoque la facilité avec laquelle Eftal a vaincu quelqu'un considéré comme extrêmement puissant. Cela l'amène à se demander ce qu'Eftal ferait s'il se retrouvait un jour dans une situation où la force seule ne suffirait pas à résoudre le problème. Eftal pose son couteau et prend un moment pour réfléchir à sa question. Après quelques instants, il répond qu'il ferait simplement tous les efforts nécessaires pour s'assurer que tout finisse par s'arranger. Anastasia lui dit que cette réponse lui ressemble parfaitement. Cependant, elle lui demande ensuite ce qu'il ferait s'il devait affronter un destin terrible qu'il serait tout simplement incapable de changer. Eftal lui donne exactement la même réponse. Il affirme que sa réponse resterait la même, quelle que soit la situation à laquelle il serait confronté. En entendant cela, Anastasia réalise à quel point Eftal est admirable. Elle commence à penser au fait qu'Eftal est toujours celui qui l'aide et fait des choses pour elle, tandis qu'elle a l'impression de n'avoir pratiquement rien fait pour lui en retour. Elle commence à se sentir inutile et devient déterminée à trouver un moyen de lui rendre l'appareil. Elle enlève alors ses vêtements et s'offre à lui comme esclave sexuelle. En entendant cela, Eftal recrache sa boisson et s'empresse de rendre ses vêtements à Anastasia. Il lui dit qu'elle n'a pas besoin de le rembourser car il préfère largement qu'elle mange avec lui plutôt que de le servir. Anastasia entend la réponse d'Eftal et reste complètement sous le choc. Eftal l'invite ensuite à dîner de nouveau avec lui et elle accepte avec un bonheur sincère. Ils s'installent ensemble et profitent de leur repas, passant la soirée à discuter et à partager un très bon moment. Le lendemain, Eftal et Merlin arrivent à la salle du trésor et découvrent rapidement que Raikiri, ainsi que plusieurs autres trésors de grande valeur, ont été volés. Ils trouvent bientôt des preuves indiquant qu'Anastasia en est responsable. Apparemment, le génie chargé de garder la salle du trésor l'avait laissé passer plus tôt parce qu'il pensait qu'elle accompagnait Eftal. Après être entrée dans la salle du trésor, Anastasia a disparu avec tous les trésors. Eftal comprend immédiatement que le sceau spécial d'esclave d'Anastasia a finalement été activé. Cependant, le sceau spécial d'esclave obéit à certaines
règle. La personne qui contrôle le sceau ne peut pas donner un ordre qui entraînerait directement la mort de l'esclave, ni forcer celui-ci à commettre un crime. Merlin se souvient que le simple fait de posséder l'un de ces sceaux spéciaux d'esclaves est considéré comme un crime grave. Alors elle se demande comment Anastasia a bien pu en obtenir un. Merlin demande alors à Heftal ce qu'il compte faire face à cette situation. Heftal se tourne vers elle et lui répond calmement qu'il va briser le contrat lié au sceau spécial d'esclave d'Anastasia. Merlin est stupéfaite par sa réponse. Elle rappelle à Heftal qu'il y a autrefois eu un cas où un dieu a détruit tout un petit pays après que quelqu'un eut brisé le contrat d'un sceau spécial d'esclave. Heftal sait déjà que briser le contrat ne sera pas facile. La magie qui soutient un sceau spécial d'esclave est directement liée à un dieu, ce qui signifie que s'il veut détruire le contrat, il devra tôt ou tard vaincre ce dieu. Merlin demande alors à Heftal pourquoi il est prêt à aller aussi loin pour cette même fille qu'il a trahie. Heftal explique simplement que ce n'est pas différent de l'époque où il avait recueilli Merlin alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. À ce moment-là, il s'était promis de la protéger jusqu'au bout et il compte tenir cette promesse quoi qu'il arrive. Merlin sait qu'il est impossible d'arrêter Heftal lorsqu'il est aussi déterminé, alors elle lui demande s'il a une idée de l'endroit où se trouve Anastasia à présent. Heftal révèle qu'il s'attendait en réalité à ce que quelque chose de ce genre puisse arriver. Avant le départ d'Anastasia, il avait secrètement placé une magie de localisation sur le trésor. Grâce au sort de localisation, Heftal en déduit qu'Anastasia est probablement déjà en route pour remettre les trésors volés à son nouveau maître. Pendant ce temps, Anastasia est assise devant son véritable maître qui la félicite d'avoir réussi à voler les trésors. On découvre alors que son véritable maître n'est autre qu'Abe. Abe reconnaît qu'il a été surpris lorsqu'Anastasia est soudainement arrivée dans leur école en tant qu'élève transféré. Il examine ensuite Raikiri et réalise qu'il s'agit de la même épée qui avait autrefois servi à vaincre le Seigneur Démon et son armée il y a 400 ans. Après avoir examiné l'épée, Abe reporte son attention sur Anastasia et lui demande si elle savait déjà qu'Heftal était aussi puissant. Il s'avère qu'Abe avait auparavant demandé à Anastasia de créer une situation dans laquelle Heftal et lui finiraient par s'affronter. C'est pour cette raison qu'Anastasia avait proposé Heftal pour le combat d'entraînement dès le départ. Anastasia admet simplement qu'elle n'avait aucune idée qu'Heftal était réellement aussi fort. Après cela, Anastasia demande à Abe si cela signifie vraiment que ce sera la dernière fois qu'elle devra faire son sale boulot à sa place. Abe acquiesce et lui confirme que ce sera bien la dernière fois. Cependant, Abe souligne que briser le sceau spécial d'esclave ne sera pas facile, car il s'agit en réalité d'une malédiction imposée à l'ensemble du clan d'Anastasia pour avoir tué d'autres démons. Cette malédiction est conçue pour se transmettre de génération en génération. Si Anastasia a un jour un enfant, la responsabilité sera transmise à cet enfant et le cycle se poursuivra éternellement. Après le départ d'Abe, Anastasia retourne dans sa chambre. Elle ne peut s'empêcher d'être dégoûtée d'elle-même pour avoir trahi Heftal. En même temps, elle ressent un léger soulagement car elle pense que tout est enfin terminé. Elle commence alors à penser à sa sœur aînée, Tatiana. Quand Anastasia était encore enfant, Tatiana revenait occasionnellement chez leur famille avec de l'argent pour les aider à subvenir à leurs besoins. Cependant, les deux sœurs ne s'entendaient pas toujours très bien. Elles se disputaient souvent et se criaient dessus, au point qu'Anastasia finit par être convaincue que Tatiana la détestait. Un jour, Anastasia se dispute une nouvelle fois avec Tatiana. Sous le coup de la colère, elle hurle sur sa sœur et lui dit à quel point elle la déteste. Mais cette fois, Tatiana ne lui répond pas. Elle se contente de se retourner, de s'éloigner et de quitter leur maison. Au moment où Anastasia voit sa sœur partir, elle se met à pleurer. Elle regrette immédiatement ce qu'elle vient de dire et souhaiterait pouvoir retirer ses paroles. Environ 1 an plus tard, une calèche arrive devant leur maison. Mais au lieu de ramener Tatiana vivante, elle dépose son cadavre sur le sol. Anastasia se précipite vers sa sœur, les larmes aux yeux, examinant désespérément son corps alors qu'il est déjà évident que Tatiana est morte. Tandis qu'Anastasia pleure sur le corps de sa sœur, un anneau doré se forme soudainement autour de sa main. Le jeune Abe et son père comprennent immédiatement ce que cela signifie. Anastasia est désormais la prochaine personne destinée à hériter de la malédiction familiale. Le père d'Anastasia s'incline aussitôt devant les nobles et les supplie de permettre à Anastasia de servir à la place de Tatiana. Le jeune abbé le regarde et réalise à quel point cet homme est réellement un père horrible. Peu après, le rituel de transfert commence. Anastasia est attachée à côté du cadavre de Tatiana pendant que les personnes chargées du rituel se préparent à transférer le sceau spécial d'esclave sur elle. Le sceau d'esclave de Tatiana est alors présenté et l'homme responsable explique que Tatiana a commis une erreur en exécutant le contrat. À cause de cette erreur, elle est désormais considérée comme leur esclave, celle de la famille Porte. Le père d'Abe explique ensuite les termes du contrat. En réalité,
réalité, ils sont très simples. À chaque génération, la personne portant la malédiction doit fournir 5 artefacts à la famille Porte. Une fois cette génération terminée, la responsabilité est transmise à la suivante, et le cycle continue indéfiniment. Le jeune Abe explique qu'Anastasia sera essentiellement contrainte de s'introduire chez d'autres nobles et de voler leurs précieux artefacts. Tatiana avait réussi à remettre 3 artefacts avant d'être découverte, ce qui signifie qu'il lui en restait encore 2 à fournir. Abe éclate soudainement de rire en se rappelant comment Tatiana avait été découverte puis finalement tuée. En entendant cela, Anastasia se met à pleurer. Elle comprend enfin que sa sœur a été tuée simplement parce qu'elle n'avait pas réussi à remplir le contrat et que le même destin cruel vient désormais de lui être transmis. Le rituel commence peu après et pendant qu'il se déroule, Anastasia découvre enfin la vérité sur le passé de sa famille. Il y a 300 ans, ses ancêtres avaient tenté de voler le clan Porte, mais ils avaient été vaincus. En guise de punition, l'ensemble de leur clan avait été condamné à porter un sceau spécial d'esclave pour l'éternité. Anastasia comprend alors que Tatiana savait tout depuis le début. Malgré le terrible destin qui l'attendait, Tatiana avait choisi de porter ce fardeau toute seule. Anastasia comprend enfin pourquoi Tatiana l'avait toujours traité de cette façon. Tatiana avait volontairement essayé de pousser Anastasia à la détester afin que lorsqu'elle finirait par être capturée et tuée, Anastasia souffre un peu moins. Lorsque le rituel prend fin, le sceau d'esclave a été transféré sur le corps d'Anastasia. Elle réalise à quel point elle avait été insensée de traiter sa sœur aussi durement pendant toutes ces années sans jamais savoir ce que Tatiana traversait réellement. Toutes ces disputes et ces paroles cruelles lui paraissent soudainement totalement insignifiantes. De retour dans le présent, une expression de soulagement apparaît sur le visage d'Anastasia lorsqu'elle réalise que le rituel est enfin terminé. Mais ce soulagement ne dure pas longtemps. Abe entre soudainement dans la pièce et annonce à Anastasia qu'elle doit maintenant fournir 5 artefacts qui lui sont propres. Cela signifie qu'il lui reste encore 3 artefacts à voler. Anastasia proteste immédiatement, rappelant à Abe que ce n'est pas ce qu'il lui avait dit auparavant. Abe reconnaît qu'elle a raison, mais affirme que cela n'a aucune importance. Elle porte toujours le sceau spécial d'esclave, ce qui signifie qu'elle n'a d'autre choix que d'obéir à leurs ordres. Abe et son père ont déjà décidé qu'Anastasia était bien trop talentueuse pour simplement la laisser partir. Surtout après qu'elle a réussi à leur rapporter un artefact aussi puissant que Reikiri. Anastasia devient silencieuse et craintive en réalisant que la mort de sa sœur n'a peut-être finalement servi à rien. En voyant sa réaction, Abe devient encore plus arrogant et décide de lui révéler la vérité. Il explique à Anastasia que toute l'histoire concernant la guerre territoriale n'était qu'un énorme mensonge. En réalité, c'est le clan Porte qui avait déclenché la guerre. Ils avaient volé le territoire appartenant aux ancêtres d'Anastasia, puis avaient faussement accusé sa famille d'avoir tué d'autres démons. Ils avaient utilisé ce mensonge pour contraindre le clan d'Anastasia à porter le sceau spécial d'esclave pendant des générations. Les yeux d'Anastasia deviennent complètement vides lorsqu'elle entend cela. Elle comprend enfin que toute sa famille a été détruite à cause des actes égoïstes du clan Porte. Tatiana a souffert et a fini par mourir pour un crime que sa famille n'avait même jamais commis. Abe se met à rire de façon hystérique en observant l'expression totalement vide sur le visage d'Anastasia. Il semble prendre plaisir à voir à quel point elle est désormais complètement brisée. Anastasia ne cherche même pas à lui répondre, elle se contente de souhaiter une bonne nuit à Abe avant de quitter silencieusement le manoir, toujours avec ce regard vide dans les yeux. Cependant, Abe ne s'inquiète pas de la voir partir. Il sait que peu importe où Anastasia ira, tant qu'elle continuera de porter le sceau spécial d'esclave, elle sera obligée de revenir auprès de lui au moins une fois tous les 6 mois.